Alors bonsoir à toutes et à tous, aux centaines de personnes qui participent en présentiel, puisque quelques dizaines qui sont sur Internet. Donc le cours est dédié pour la fois chez les maths de Paul Avraham Bismuth Ben Simcha. Je vous dire amen, chez les juifs c'est comme ça. Pour Serge Chaim Yosef Ben Gezala Alice. Pour Thierry Yoshua Nataf. Pour Hana Nelly Msika Bat Jeija. Pour Nathalie Léa Rouchama Baranes Bat Flori Myriam. Pour Shirley Rose Tsipora Chaya Bat Myriam. Et aussi Leilou Nishmat Yosef Jano, Msika Barléa. Et pour Lucette Myriam Toubiana Bat Rachel Kachem élève dans les Shamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors, vous savez, c'est marqué dans le langage des Chachamim. Matai yagiu maasai de maaseh avotai. Ouais. Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire Matai yagiu maasai de maaseh avotai. Quand est-ce que mes actes vont arriver au niveau des actes des pères, de mes pères, Avraham, Israël et Yaakov? Et cette phrase des Chachamim, elle est très bizarre. D'accord? Ça veut dire quelqu'un, maintenant, il se lève le matin, il dit genre, quand est-ce que je vais avoir des actes de la valeur des actes d'Avraham et de Israël et de Yaakov? Mais même pas en rêve. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, c'est marqué Chayav, un homme est obligé. Alors, ça veut dire quoi? C'est juste un vœu pieux, c'est juste un rêve, c'est juste une illusion, ou c'est une réalité? Deuxièmement, c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, que quand on interroge les témoins, alors on leur dit que sachez pourquoi est-ce que l'homme il a été créé seul, d'accord? Pour dire que chaque homme, c'est un olam malé, chaque homme c'est un monde entier, et que chacun doit dire Bishvili nivra olam, pour moi le monde a été créé. Vous allez dire, c'est la folie, c'est la gava de malade, c'est l'orgueil incroyable, genre pour moi le monde a été créé. Bon, en vérité, le monde a été créé pour moi, ça veut dire que, en tant que responsabilité, ouais, pas en tant que, genre je suis le centre du monde et le monde il est pour moi. Non, c'est que moi j'ai une responsabilité par rapport au monde entier. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il représente un monde, ça veut dire que lui-même, il est un monde, et lui-même, il est aussi la responsabilité du monde. C'est-à-dire que le monde, il existe aussi grâce à lui. Donc il a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que le monde, c'est une mosaïque, et un espèce de puzzle extraordinaire. Et chaque pièce de puzzle, elle est nécessaire. La preuve, c'est que quand quelqu'un il fait un puzzle de folie, genre 4 mètres sur 4 mètres, 38 000 pièces, d'accord, et qu'il manque une pièce, tu montres le puzzle à 1000 personnes, il y en a 900 qui disent « Ah, c'est dommage, il manque une pièce. » Pourquoi on voit toujours ce qui ne va pas? Ouais, il manque quelque chose. Il n'est pas complet. Dans la vie d'un homme, c'est exactement pareil, c'est un puzzle. Est-ce que vous savez comment on fabrique un puzzle? Vous êtes au courant? Non? Il faut sortir un petit peu de la yeshiva, d'accord? Donc en fait, c'est un poster, d'accord, qu'on a collé sur une feuille de carton. Après, on le passe sous une presse. La presse, elle, paf, elle découpe en petits morceaux. Et les petits morceaux, on les met dans une boîte. Maintenant, imaginez l'idée. Le gars, il adore. Il a un magasin de puzzles. Donc un jour, il s'interroge, il vend des milliers de puzzles. Et puis un gars, il rentre, il dit, voilà, je voudrais tel puzzle. Il dit, monsieur, pourquoi vous voulez ce puzzle-là? Il dit, j'adore l'image. Il dit, mais la vérité, monsieur, le puzzle, il coûte 45 euros. Si vous voulez, je vends le poster. Le poster, il coûte 2,50 euros. Vous voulez pas acheter le poster? Il dit, non, je veux le puzzle. C'est pas la même chose. Ouais. Alors en vérité, le poster, c'est l'image finale. L'image finale, c'est quand tu arrives à la fin de ta vie, d'accord? 5 minutes avant de mourir, tu te retournes et tu vois ce que tu as fait. Tu vois ton poster. Tu vois tes familles, tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu vois tes mitzvot, tu vois la relation avec le divin, tu vois comment tu as marqué ton temps ou comment tu as éduqué ton chien. Chacun selon l'amplitude de son existentiel, ouais. Mais l'image finale, tu l'as à la fin. Ouais. Mais au départ, c'est quoi? C'est un puzzle avec des pièces dedans. Vous me suivez ou non? Et on passe notre vie à mettre les pièces en place. Tac, 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 tac. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, ils sont mes balim. Ils arrivent à 35 ans, ils te disent, bon, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, il y a de la Torah, mais ils sont mes balim. Ils sont embrouillés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas clarifié, ils n'ont pas posé le puzzle. Ouais. Ils sont un peu comme ça, espèce de compromis. D'accord? Oui, parce que sous prétexte que c'est un compromis qui tient ses promesses, donc les gens, ils veulent s'arranger, d'accord? Ils disent ça je le fais pas, ça c'est exagéré, ça c'est... La semaine dernière, un jeune comme ça, il m'a dit, oui, moi avec le bon Dieu, j'ai mon truc, moi je suis très attaché à lui, mais je fais pas kippour. Un truc bizarre. Je dis, c'est intéressant, c'est bien, c'est presque Spinoza, c'est entre Spinoza et christianisme, c'est bien, t'as trouvé ton truc, ouais, mais le problème c'est qu'il est juif, le gars. Donc ça veut dire qu'à un moment...
il faut accepter que même le puzzle, il a des contingences. Même toi, tu es énervé de ne pas trouver la pièce. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends une autre pièce et tu essayes de la mettre à coup de marteau. D'accord? Toi, tu vas absolument, tu t'es investi dans cette société, tu as déjà perdu 132 000 euros, mais tu continues, tu dis je vais la finir, elle va te finir. Ça y est, le comptable t'a dit c'est mort, tu sors, tu dis non. Ouais, la fille, tu la veux. Pourquoi? Parce qu'elle t'a dit non. Donc, tu vas tout faire pour l'épouser. Après, tu auras le temps de te rendre compte pendant les 42 ans de mariage que tu as épousé un cauchemar. Mais en attendant, tu la veux. Ou parce que tu as été attiré par ses qualités morales extraordinaires. D'accord? Parce qu'en hébreu, midot, ça veut dire qualité et ça veut dire mensuration. Donc, quand le gars, il dit, est-ce qu'elle a des belles midotes? Tu sais jamais exactement de quoi il parle, tu vois, ouais. J'en dis, j'ai pas de catalogue en relief quand je te dise, d'accord. Donc, qui t'épouse? T'épouses un corps, t'épouses un cœur, et tu dois décider, t'épouses une neshama, t'épouses une personne. Voilà, donc vous avez compris que la vie n'est pas évidente. Ok, sauf pour les Brel, et pour eux, il n'y a pas de problème, parce que déjà, génétiquement modifié, puisqu'il s'appelait Jacques à la naissance, Jacques Brel. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Vous suivez? Vous êtes bien? Ok. Non, parce que plus vite vous captez les blagues, plus je peux augmenter l'intensité d'enseignement. Mais si les blagues, déjà, vous ne les comprenez pas, Kalva Hamor, les Hidoshim. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'une personne, en vérité, elle est ce qu'on appelle en français en devenir. Bon, j'ai écrit un livre entier sur ça. 405 pages sur une phrase du Maharal qui dit Kol hachaim zelatset milakoach et la poel. Est-ce qu'il y en a des gens parmi vous qui l'ont lu? Non, dommage que je ne suis pas mort hier. Donc, j'exagère, mais si peu. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, c'est quoi cette phrase? Kol hachaim zelatset milakoach et la poel. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire des psychologues, des psychiatres, des coachs, il le donne le livre à la place des antidépresseurs. Oui, les coachs, ils s'en servent en PNL, en formation, en coach de manager, ils servent du livre. Il m'a dit, il y a une phrase de ton livre, on la vend 5 000 euros. C'est dommage que je le vends à 20 euros. Alors, bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, un homme, toute sa vie, il est en devenir. D'accord? Il est yotse mina koach et la poal. Il passe du potentiel au réel. Alors, pour résumer, je m'excuse pour les gens qui m'ont souvent écouté, j'ai expliqué ça souvent, mais là, je m'adresse à un groupe qui ne me connaissent pas, donc tant pis pour moi. Mais quand vous prenez des poupées russes, d'accord? Vous savez, les trucs qui s'emboîtent, je ne parle pas des filles que... Voilà. Bon, alors, donc, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, il y a la poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme. Au-dessus, il y en a une autre qui s'appelle le nefesh, le psychique, le moi, le jeu, le lève, selon comment les chachamim l'appellent. Au-dessus, il y a le corps, d'accord? Et au-dessus, il y a le vécu, c'est-à-dire le rapport avec la réalité, avec l'argent, avec le regard de l'autre, avec le stress, avec les contraintes, d'accord? Maintenant, la Torah, elle témoigne que chacun d'entre nous a une neshama différente, d'accord? C'est-à-dire que c'est un ensemble, on va dire, d'éléments chimico-divins, ce qu'on appelle les nitzutzot, les étincelles, qui forment une silhouette qu'on appelle le tselem de la neshama unique. Chacun d'entre nous, il a une neshama unique. Après, on a le nefesh, le psychique, qui en vérité est le système d'exploitation de la neshama. C'est que la neshama, elle développe des impulsions de vie, d'accord? Mais elles sont exploitées par un système, exactement comme un ordinateur. La neshama de l'ordinateur, c'est le DOS, d'accord? Le système d'exploitation, donc qui correspond au psychique, c'est le Windows, d'accord? Après, il y a la tour, le corps physique comme le corps de la neshama, le corps de la personne. Et après, il y a tous les périphériques qui te permettent d'avoir un lien avec l'extérieur. Je pense même que Hachem, il a développé, comme ça, à la fin des temps, les ordinateurs, il aurait pu le faire au Moyen-Âge. Pourquoi il l'a fait maintenant? Pour qu'après, quand Mashiach va venir et il va donner les notions, les gens ils vont dire ah c'est comme l'ordinateur. J'ai fait un cours sur la dimension intérieure, la dimension cachée, la spiritualité, la matérialité, Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas, que toute cette réalité elle existe en double. Il y en a il m'a dit c'est Matrix. Matrix, que c'est Matrix? Ça veut dire on ne prend pas le risque. Matrix. Ouais. J'ai dit je sais pas. J'ai dit ils ont fait un film pour que quand Mashiach il va dire il y a le monde spirituel en parallèle du monde matériel, ils vont dire c'est Matrix. C'est bizarre, non? Ça dit, ils préparent les masses, d'accord? C'est comme la seule mutuelle qui a surtout sauf la mort. Vous le connaissez ou non? Matmout. Matmout. Vous connaissez pas Matmout? Ne meurt pas. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, la Neshama, elle va produire une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, elle est divine, comme la Neshama.
quand elle sort de la neshama, elle arrive au niveau du psychique, au niveau du jeu, au niveau de la conscience. Maintenant, la conscience que j'ai de cette énergie et la maîtrise que j'ai de cette énergie, ça commence à être de l'existence. Pourquoi? Parce que moi, je l'appelle énergie. Mais au moment où elle arrive au niveau du psychique, on l'appelle le ratson dans la Torah. On l'appelle la volonté. D'accord? Maintenant, quand on dit à ratson ve'amea neshama, la volonté vient de l'âme. En vérité, c'est l'énergie de l'âme. Ouais, c'est l'énergie qui va constituer la volonté. Quand cette énergie, elle arrive entre les mains du jeu, donc la personne, elle dit Ani Rotse, je veux, l'énergie dans sa nature profonde, elle est divine, parce qu'elle s'appelle la vie. C'est qu'il n'y a aucun scientifique au monde qui sait créer la vie. On peut transmettre la vie, on peut diviser la vie, mais on peut diviser une cellule vivante, mais on ne peut pas mettre la vie dans une cellule morte. C'est impossible. Tu prends des particules de moquette, tu essayes d'en faire une cellule vivante, c'est impossible. Même si tu te mets à fumer la moquette, elle ne va pas devenir vivante. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, on ne fait que véhiculer une énergie extrêmement puissante qui vient de la neshama. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, encore une fois, cette énergie, quand elle sort de la neshama et qu'elle arrive au niveau du psychique, on l'appelle la volonté. C'est comme le courant électrique. Voilà, là, il y a du courant électrique. D'accord? Maintenant, là, il y a un lave-vaisselle, il y a un four, il y a un frigo. Maintenant, moi, j'ai le libre arbitre de brancher celui-là ou celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais véhiculer l'énergie de là à là. Ça va? Eh bien, la prise, c'est la neshama. Le courant, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Ça s'appelle la vie. Et le moi, le jeu, c'est celui qui va orienter l'énergie vers le frigo. D'accord? Maintenant, je mets de l'énergie dans un projet, il devient vivant. Je mets de l'énergie dans un couple, il devient vivant. Ça s'appelle l'amour. Je mets de l'énergie dans la parole, ça s'appelle la conviction. Je mets de l'énergie dans un business, ça s'appelle la détermination. Mais en vérité, on ne fait que ça. On ne fait qu'orienter une énergie. Maintenant, cette énergie-là, c'est un courant, un petit peu comme un espèce de ruisseau, qui passe devant moi. Et moi, je peux, si je veux, mettre des pierres ou mettre des cailloux pour orienter l'énergie par là ou par là. Ça s'appelle le libre arbitre. Et dans ce ruisseau, j'ai du colorant, je peux mettre du colorant, je mets du rouge, je mets du bleu, je mets du vert, c'est moi qui mets ça. Maintenant, le colorant que je mets, ça s'appelle la connotation personnelle que je mets à l'intérieur de l'énergie, ça s'appelle la personnalité. Ça va? L'orientation que je donne à cette énergie, ça s'appelle le libre arbitre. Vous me suivez toujours? Oui. Maintenant, c'est moi qui donne la direction et c'est moi qui mets la connotation, mais c'est pas moi qui crée l'énergie. Très très important, d'accord? Donc en vérité, c'est quoi l'homme? Si tu veux chercher en philosophie, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une connotation personnelle et une orientation personnelle qui est donnée à une énergie divine qui le traverse. Ça va? Ça, je suis très très blagueur, mais ça, je vous laisse 7-8 ans pour essayer de le contredire. Je ne suis pas pressé. Ça va? C'est très très puissant. Ça résume toute la philosophie en vérité. Pourquoi? Parce que tout le problème de la nature profonde de l'homme, du mélange intrinsèque de l'être avec l'essence, et qu'est-ce que c'est la vie, et qu'est-ce que c'est la volonté, et qu'est-ce que c'est la psychologie, et qu'est-ce que c'est la psychanalyse, c'est tout ça. C'est tout. D'accord? Pourquoi? Parce que cette énergie-là, quand elle sort de la neshama, encore une fois, elle est divine. Quand elle passe par le nefesh, par le psychique, elle reste divine, mais elle est orientée par l'homme. Donc quand je dis « je veux », en vérité, il y a une espèce de jeu de mots, une espèce de paradoxe, que le jeu, il est humain, mais que le vœu, il est divin. C'est pour ça qu'on peut faire des grandes choses. C'est pour ça que l'homme, il peut atteindre l'infini. C'est pour ça qu'on conceptualise l'infini. Une fois, j'ai parlé à un neurochirurgien, un psychiatre, un psychanalyste. Moi, j'ai pas fait d'études, donc je ne suis pas complexé. Tu me dis que tu es agrégé ou licencié de partout, ça ne me dérange pas. Ouais. Alors, je me demande, par exemple, c'est quoi une pensée? Alors, une pensée, c'est une image complexe formée par des arcs électriques établis entre les neurones. En neurologie, c'est ça une pensée. D'accord? Maintenant, cette énergie électrique qui va d'un neurone à l'autre pour former une image complexe, d'où elle vient cette énergie? Oui, mais parce que vous êtes religieux. Mais le médecin, il n'est pas religieux. Après, je dis, comment un homme il peut conceptualiser l'infini d'après vous? On est de la viande. On est de la biologie, de la biochimie. Comment est-ce qu'on peut conceptualiser l'infini, puisque la matière, elle a un début, tout ce qui a un début a une fin mathématiquement. Donc comment est-ce que l'être fini peut envisager l'infini? Comment il peut le conceptualiser? Ah, il me dit, c'est l'imagination. Je dis, mais non, on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a pas vue. Parce que le rêve, c'est l'association d'éléments qu'on connaît. Vous me suivez ou non? Tu peux rêver d'un éléphant rose parce que tu as vu un éléphant et tu as vu le rose. Mais tu ne peux pas rêver du martien parce que tu ne l'as jamais vu. Donc, et rêver, c'est quoi? C'est l'image créée par ton imagination. Donc, de la manière que tu ne peux pas rêver, tu ne peux pas imaginer.
Ça va toujours? Donc comment tu peux conceptualiser l'infini puisque tu ne le contiens pas, d'après toi, puisqu'on est fini? C'est que le nom scientifique de l'homme, c'est Capri. Et Capri, c'est pas grave, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, en vérité, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas, mais c'est très simple. C'est l'homme peut conceptualiser l'infini parce qu'il contient l'infini. C'est vrai. Pourquoi quand tu épouses quelqu'un, tu dis je t'aimerai pour toujours? Mais ça ne veut rien dire. Même que choisir, ils savent très bien que la relation au produit n'est pas pour l'éternité. Encore plus 60 millions de consommateurs. Comprenez ça? Chaque objet, il a une fin. Il y en a, il retournait sa belle-mère. Elle dit, mais pourquoi vous me faites tourner mon beau-fils? Elle dit, je cherche la date d'expiration. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tout a une fin. Alors comment ça se fait que, puisque tout a une fin, quelqu'un dit, je t'aimerai pour toujours? Alors quoi? Soit c'est un argument de vente, pour convaincre la personne, qui elle paiera en nature, ce que lui, il va donner en mots. C'est pas grave. Ouais. Ou soit, c'est parce que vraiment, dans l'amour, il y a une dimension infinie. Maintenant, nous, on n'a pas ce problème avec ça. Parce que nous, on dit que la volonté, elle vient de l'âme. Donc l'énergie de l'âme, elle est infinie, comme l'âme. Et on dit que, le Maharal, il dit que l'amour, c'est la communion des volontés. Et comme la volonté vient de l'âme, donc c'est une communion à l'infini. Ça va? Mais l'autre qui va dire que c'est un centre d'intérêt commun, une association de besoins personnels, une masturbation en communauté, comment il va faire pour dire que c'est pour toujours? Combien d'années tu peux manger la même pizza? Vous me suivez ou non? Oui. Qui n'a pas envie de varier le menu? Qui c'est qui dit, bon allez, jusqu'à quand je vais supporter cette haleine du matin? Le bisou du matin que tu dis, dommage, je suis pas morte hier. Mais va te laver les dents, c'est un manque de respect. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez que c'est bizarre que la notion d'infini, elle est dans l'homme, d'après eux. Parce qu'on est fini. Comment on peut envisager l'infini? Et la masse, ça nous rassure, parce que comme on a peur de mourir, donc on voudrait pas que ça s'arrête, on voudrait que ça continue. Laisse ça aux imbéciles. Ouais. Mais les gens qui ont un cerveau, ils savent très bien, encore une fois, qu'on ne peut pas conceptualiser une chose qu'on ne contient pas. C'est de la logique, ça, c'est même pas de la religion, c'est évident. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton cerveau qu'il faut changer, c'est pas ta kippa. D'accord? Donc cette logique-là, qui fait qu'en vérité, il dit le Maharal, Kol hachaim zelatset minakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc il y a ton moi intérieur, d'accord? Et puis il y a le moi extérieur. Là, vous me voyez, là? Oui, non? Vous me voyez. Donc vous voyez mon moi extérieur. Mais qui c'est qui parle? C'est mon moi intérieur. C'est pas mon corps qui parle, vous êtes au courant quand même. Ouais. Bon. Alors maintenant, de la manière, moi je vous vois à vous, mais moi, je vous respecte à vous en tant que personne, pas en tant que corps, sinon c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. D'accord? Ou de chacun. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, vous êtes des personnes. Ok. Maintenant, vous savez très bien que le mot personne, il peut se dire personne ou personne. Donc comment est-ce que tu peux exiger le respect qui est dû à la personne si au fond tu sais que tu es personne? Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Et toi, tu es unique, puisqu'Hachem, il t'a donné une neshama unique, il t'a donné un nefesh unique. Donc si tu réalises ta dimension unique, on dit en français, tu existes. Ex, extérieur, iste, être. Tu es à l'extérieur. C'est ça la tset milakoach et la poal. Passer du potentiel au réel, c'est d'exister. Maintenant, tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent parce qu'on n'existe pas. Les gens disent, comment j'existe pas? Voilà, je suis là, j'existe, non? Bon, mais par exemple, ce vase-là, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Il existe ou non? Voilà, vous êtes là devant moi. Il existe ou non? Pour nous, il existe, on le voit. Mais non, arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'existe pas. Mais non, parce qu'il est EST. Mais il n'existe pas. Parce que exister, c'est un potentiel exprimé. Mais celui-là, il n'a pas de potentiel, il est comme il est. Vous me suivez ou non? Donc en fait, il n'existe pas. Parce que pour exister, il faut avoir un intérieur qui s'est réalisé à l'extérieur. Mais il est EST, on ne va pas nier qu'il existe. Mais bien qu'en physique quantique, ce n'est pas évident. Parce que si tu regardes une masse d'atomes, les atomes, en vérité, ils n'existent pas. C'est que la matière, elle est faite à plus de 99% enfin, elle est à 100% d'énergie, et que l'énergie qui la constitue, elle est faite de vide. Donc, en vérité, il n'y a rien devant toi, là. Donc déjà, il y a un petit livre sur la physique quantique que vous pouvez acheter. Il y a beaucoup de parallèles avec la Torah, c'est très intéressant. Par exemple, qu'une réalité n'existe et se fige en fonction de la conscience que tu en as. Ben, ça, c'est de la physique quantique. Mais nous, on dit Bederech Erot Selener Molichinoto. Oui, ça se. D'accord. Donc, ça veut dire que.
Et le titre du livre, c'est L'univers existe-t-il? Un petit livre comme ça, vous pouvez le lire aux toilettes, d'ailleurs, ça peut aider. D'accord? Et... Non, c'est le professeur Vasichi qui a dit ça, c'est un très grand professeur. Vasichi. Non, professeur italien, spécialiste en constipation. Donc c'est quoi l'idée? Il a dit qu'en vérité, l'univers n'existe pas. Ouais, c'est une vue de l'esprit. Ben, c'est vrai. Parce que tu sais ça, tu dis, mais je vois bien du tissu. Mais non, tu vois de la couleur. La couleur, c'est une longueur d'onde. Tu dis, oui, mais je le touche. Oui, il y a une sensation de toucher, mais c'est quoi? C'est une masse d'atomes. Et les atomes eux-mêmes, ils sont remplis de vide. Puisque la distance entre les noyaux et les électrons, en proportion, c'est la distance entre Paris et Lyon. Vous me suivez ou non? C'est qu'il y a plus de vide que de plein dans la matière. Donc en vérité, ce que tu vois, c'est une illusion d'optique. Comment il appelle les Chachamim? Alma de Shikra, un monde de mensonges. Maintenant, les névrosés, anxiogènes, ils vont dire un monde de mensonges. Ouais, et les gens normaux, ils vont dire mais non, c'est un environnement virtuel. Comme Windows, vous utilisez Windows, non? Dans l'ordinateur. Ouais. Qu'est-ce que c'est Windows? C'est un environnement. Maintenant, vous avez des icônes, chacune un peu plus conne que l'autre, ouais. Mais là, il y a une icône de l'imprimante. Quand vous appuyez dessus, ça démarre l'imprimante. D'accord? Vous dites, attends, mais qui c'est qui lui a dit à l'imprimante de démarrer? Non, l'icône, c'est un repère. D'accord? Après, cette icône, elle développe une impulsion électrique véhiculée par des 0,1, 0,1, 0,1 pour aller démarrer l'imprimante. Ok. Maintenant, avant, comment c'était? C'était du code. Donc tu fais HP, je sais pas quoi, C, H, slash, les gens, ils n'arrivaient pas. Pour dire bonjour, il fallait une semaine. D'accord? Donc, il est venu, Bill, il leur a dit, je vais vous arranger ça. D'accord? Il leur a fait Windows. Maintenant, Windows, en vérité, c'est un environnement virtuel qui permet d'utiliser un monde réel. Parce qu'on gère des usines, on gère des centrales nucléaires, on fait décoller des fusées, ouais, on gère des pacemakers. Mais c'est du réel, le pacemaker. Mais l'icône qui te permet de l'utiliser, elle est virtuelle. D'accord? Alors faites-moi plaisir. Venez, on fait un petit effort d'abstraction. C'est un peu comme Kafka, mais sauf que là, vous enlevez le F. Donc, peut-être que ce monde-là, il est virtuel, ouais, mais il permet d'utiliser un monde spirituel qui est réel. C'est-à-dire qu'en vérité, le monde réel, c'est le spirituel. Vous suivez ou non? Quand tu mets des téfilines, la vérité, tu fais quoi? Tu prends l'attention? Non, tu agis sur des mondes supérieurs. Parce qu'il y a 613 mitzvot, vous êtes au courant? 265, 365 interdits et 248 mitzvot positives. Mais il y a 248 membres dans le corps et 365 nerfs et artères. Ça va? Et dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Et dans le monde, il y a 613 dimensions. Il y a 613 mondes. Il explique le Rabbeinu Bechaye au début de Bereshit. Donc en vérité, Hachem, il a créé la Torah. À partir de la Torah, il a créé le monde. À partir du monde, il a créé l'homme. Donc c'est normal que 613, tu retrouves dans le monde. 613, tu retrouves dans la Torah. 613, tu retrouves dans le corps de l'homme. Ouais. Maintenant, l'homme, il est aussi sous-divisé. C'est-à-dire qu'il y a le corps de l'homme, le corps physique, qui a 613 éléments. Il y a la neshama de l'homme qui aussi est divisée, parce que chaque membre, il a une neshama qui lui correspond. Il y a une partie de la neshama qui correspond. Même le psychique de l'homme, il est redistribué dans le corps. Vous savez ça? Non? Il y a le syndrome du manchot. Le gars, il a perdu son bras, mais il sent que ça le gratte au bout du doigt. Alors, il y en a qui disent que non, en vérité, c'est pas le doigt qui le gratte, c'est la terminaison nerveuse qu'il a encore dans le cerveau. Il y en a qui disent non. Quand tu viens au monde, il y a une aura qui fait le volume de ton corps. Et toi, tu nais à 52 cm, parce qu'on a eu pitié de la mère, imagine, tu nais à 1m85, d'accord? Et après, tu vas remplir ce volume-là, d'accord? Maintenant, de la même manière que tu remplis ton volume, on va dire spirituel, tu remplis ton volume corporel, parce que ton moi, il remplit ta personne. Comment on dit en français? Être bien dans sa peau. Donc toi, tu es censé avoir une peau de 1 mm d'épaisseur, et un moi qui fait ta taille. Vous allez me dire, c'est un peu évident. Non, parce qu'il y a des gens qui ont une taille de 1m40 et un corps de 1m95. Je ne sais pas si vous me suivez. Ils ont 35 ans d'âge physique et 17 ans d'âge mental. Donc ils ne sont pas bien dans leur peau. Parce que bien dans la Torah, Tov, ça ne veut pas dire bien. Comme c'est Boker Tov, ouais, Naïm Meod. Non, Tov, dans la Torah, ça veut dire complet. Donc quand on dit Adam Tov, ça veut dire un homme complet. Donc quand on dit que tu es Tov, comme un homme et une femme, on dit Mazal
Tov. Parce que maintenant, le mazal, il est complet grâce à la femme. Ouais. Et le mazal de la femme, il est complet grâce à l'homme. Parce que chacun... Parce que vous savez que la femme, c'est la moitié de la neshama de l'homme. Vous êtes au courant, non? Oui. Non? Bah, si vous êtes au courant, comment ça se fait que vous la maltraitez comme ça? Parce que c'est la moitié de toi que tu es en train d'engueuler. D'accord? Mais non. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que 180, 178 quand même. Hein. On va arriver à 300, 300, tu vas voir. Grâce à vous, hein. Quand la cave, vraiment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que, en fin de compte, cette personne-là, elle a un moi intérieur, ouais, qui est potentiel. Elle a un moi extérieur qui est réel. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle se sert de ce moi intérieur pour développer le moi extérieur. Parce que le moi extérieur, il réalise. Mais d'un autre côté, le moi qui réalise, il permet de se confronter à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est l'expérience. Et la résonance de l'expérience sur le moi intérieur, vous me suivez toujours, s'appelle la maturité. Donc tu vas être mature pour pouvoir agir, et plus tu vas agir, plus tu vas être mature. Ça s'appelle le mouvement perpétuel. Donc en fait, tu vas exister pour te permettre d'inister. C'est un mot qui n'existe pas en français. Ouais, ils ont inhibé, il n'y a pas inisté. Maintenant, le côté péjoratif de inister, c'est les gens qui n'arrivent pas à exister. Donc comme ils n'arrivent pas à exister, parce qu'ils n'ont pas forcément l'intelligence ou les forces pour y arriver, ouais, comme on dit en espagnol, ouais, d'accord. Donc comme ils n'arrivent pas, à rentrer dans la réalité. Maintenant, manque d'assurance, manque de confiance en soi, manque de émouna, manque de bitachon, c'est la même chose. Ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer là. Oui, le syndrome de la feuille blanche, l'autre elle connaît toute la leçon par cœur, elle connaît tout son programme, elle arrive à l'examen paralysée. Elle sort dehors. Ouais, c'est ça qu'il fallait dire. Ouais, mais j'arrivais pas à écrire. Je suis pas sûr. J'ai fait, j'ai bien fait, j'ai pas fait, j'ai mal fait. Et il arrive devant le client. Il a envie d'aller aux toilettes. Mais t'as fait 5 ans d'école de commerce. Tu connais ton produit. Ouais, mais c'est facile de présenter le produit. Mais il faut faire sortir le chèque. Et là, on parle de 112 millions d'euros. Là, tu es en train de vendre une centrale au gars. Mais il n'y a pas de différence entre vendre un wagon de savonnette et vendre une centrale. Il n'y a pas de différence. Mais la plus dure étape, c'est quoi? C'est faire sortir le chèque. Faire signer la personne. Parce qu'à un moment... Mais alors le problème, c'est un effet miroir. Quand toi, t'hésites, l'autre, il hésite. C'est pour ça que là, dans la vente... Une fois, j'ai fait un cours de force de vente. C'était très intéressant, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, même dans ce domaine. Mais c'était très marrant. J'étais dans l'avion, j'ai pris un petit avion à Marseille-Paris, puis à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, la navette, ils offraient des catalogues, des nouveaux journaux qui sortaient. Alors il y avait un truc qui s'appelait Action commerciale. Alors, moi j'ai lu le journal pendant 1 heure, j'avais rien à faire dans l'avion, je l'ai lu. Enfin j'ai lu 5 ou 6 articles. Et le soir j'avais un cours à faire. Il y avait un Lubavitch, il avait organisé là-bas à Opéra, dans un show, je sais pas comment ça s'appelle là d'ailleurs. Enfin que des commerçants. Mais écoute, Iria, tu leur fais un cours sur la prière. Moi, je commence à faire le cours sur la prière, tout le monde se met à dormir. Oui, voir de la berceuse, soporifique. J'ai dit, écoute, j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai basculé sur la force de vente. Je leur ai fait un cours de force de vente. En vérité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les bases de la communication que nous, on a dans la Torah, mais je les ai mis avec les mots que j'avais lus le matin. Comme si vous ou non? Alors, il y a un gars là-bas qui vient me voir, il me dit, à la fin du cours, il me dit, écoutez, monsieur Rabbin, je ne sais pas qui vous êtes. Mais sachez que moi, c'est mon métier. Depuis 30 ans, je fais de la force de vente. Je suis formateur en force de vente. Il a dit, là, ce que vous avez fait, ça coûte $20 000 en Californie. On y va pour faire des formations de 15 jours. Les 15 jours, vous les avez résumés en 2 heures. Et en plus, vous allez plus loin, parce que vous incluez la Neshama, qu'eux n'arrivent pas, eux. Et la Neshama, c'est la source de la volonté première. Maintenant, toute la vente, c'est quoi? C'est de créer un espace dans lequel tu peux orienter le désir d'être de l'autre en lui faisant croire qu'en ayant, il devient. Je vous ai résumé, après je vous laisse réfléchir quelques années si vous voulez. Ouais, mais l'idée c'est ça. Il dit, mais vous avez été loin, vous avez inclus la Neshama dedans. Je dis, mais moi j'ai rien fait, c'est des textes qui existent depuis 3000 ans. Ils sont là, ils sont marqués, voilà, tu les veux, voilà. Vas-y, développe. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, tout est écrit dans la Torah. Mais les gens, ils ne savent pas lire. D'accord? Peut-être tu vas faire 10 ans à la fac, et après tu vois qu'en 10 lignes dans la Torah, c'est marqué. Par exemple, tout ce qui est vrai chez Freud, c'est une ligne dans le Sforno.
Ce qui est faux, genre t'es obligé de dormir avec ta sœur pour aimer ta mère, ça c'est autre chose. Ouais. Tout est orienté sur la sexualité, tout se passe au niveau équatorial. Ça c'est des bêtises. On sent qu'il avait un vrai problème, Freud. Ouais. Mais ce qui est vrai, qu'un homme il est à la recherche de sa moitié, qu'il recherche dans le passé plutôt que dans le futur, parce que dans le passé c'est le confort et dans le futur c'est l'inconnu, d'accord, et qu'on a besoin de se compléter, et que l'autre c'est ma moitié, tout ça. Ça c'est vrai. Parce qu'en vérité, toute la vie, tu rencontres tes moitiés. Parce que ton professeur, il est une moitié de toi. Parce que grâce à toi, grâce à lui, tu deviens ce que tu deviens. Mais lui, il évolue grâce à toi. Le rave, il est la moitié de l'élève. Les parents, ils sont liés aux enfants, les enfants aux parents. Le conjoint, c'est la moitié-moitié, et même fixé cette moitié. Les enfants, ils viennent de toi. Vous suivez ou non ? Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'en vérité, on passe notre vie à rencontrer des moitiés que nous, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est ça ce qui est marqué. Mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Maintenant, les gens malins, qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend le couple, il comprend la rencontre, il comprend l'opportunité et il grandit. Et il y en a qui sont dans le délit. D'accord ? C'est de la faute des autres, de toute façon, ça n'a rien à voir. Un concours de circonstances. Quelle partie du mot tu veux, con ou court ? Ouais. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas. Pareil en physique quantique, il n'y a pas. Une masse de molécules ne peut rester dans un certain endroit que si elle est compatible de manière homogène avec l'environnement qui l'accueille. Ça veut dire que la matière, elle est là où elle doit être. Donc l'événement, il se passe là où il doit se passer. Et comme l'univers, il est un et que le temps, il est un, donc même l'unité de temps, elle ne peut être qu'à l'endroit où elle est. Donc ça se passe le jour où ça doit se passer. Mais toi, tu es un corps, tu es une matière, tu es un décor, tu es une circonstance, tu es une histoire. Donc toi aussi, tu es là où tu dois être. Oui. Alors comment tu fais pour dire je suis pas concerné, ça n'a rien à voir, c'est elle qui est folle, elle me saoule, de toute façon les enfants c'est tout son portrait, tout ça c'est la belle famille. Pourquoi Vous croyez en Dieu, non ? Oui, non ? Oui ? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Alors je le dis à chaque fois, mais je le répète. Quelqu'un m'a dit, Mira, vous répétez souvent. Je dis, mais si les gens ils comprenaient du premier coup. Non, je n'ai pas d'a priori sur le niveau des gens qui écoutent, mais je sais que la distance entre la connaissance et la hachava, l'élève, c'est-à-dire d'apprendre ce qu'on ne sait pas, c'est très facile, mais de devenir ce qu'on a appris, ça prend des années. Alors c'est quoi le piège ? Ce qu'on appelle le PAC en philosophie, le piège à... Ouais, c'est de dire je sais. Je sais. Ouais, je l'ai lu, je l'ai entendu, j'ai entendu un cours, je l'ai étudié dans la Torah, je l'ai appris à la yeshiva, ouais, je l'ai appris à la fac. Écoute, j'ai fait des études de psycho. T'es comme schizophrène. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le problème de je sais, ouais, c'est que c'est un PAC. C'est un refuge mental, c'est un refuge intellectuel. D'accord ? Tu dis à quelqu'un, écoute, ton fils, il est pas, en ce moment, il est... Ouais, je sais. D'accord ? Tu écoutes, le business, c'est pas ça du tout, il faudrait penser à réorienter. Ouais, je sais. D'accord ? Tu sais, ça t'a dit de faire ça le Shabbat. Non, mais attends, tu crois que je suis un païen ? Je suis né à Marrakech, qu'est-ce que tu crois, toi ? 3 ans à Yeshiva à Tanger. Ok, d'accord, mais tu portes le Shabbat. Oui, mais tu comprends, au Maroc, c'était différent. Ouais. Donc, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un que toute sa vie, il a dit je sais ? Chaque fois qu'on lui a dit quelque chose, il dit je sais. C'est comme un enfant. Tu lui dis, t'as fait des devoirs ? Il n'y en a pas. Tous les soirs. Le prof, il est mort. Il y a eu un attentat dans l'école. Tous les soirs. Maintenant, l'enfant, il croit qu'avec un mensonge à 2 balles, il se débarrasse du stress créé par la question. Ça va ? Vous me suivez ou non ? Voilà, mais qu'est-ce que tu fais quand il a 38 ans ? L'enfant. Et qui se débarrasse avec une réponse débile. Parce que la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison, non ? Vous savez ou non ? Non ? Ben, c'est que la raison est raisonnable. Le prétexte, non. Donc quand quelqu'un te donne une raison qui n'est pas raisonnable, la preuve, c'est qu'il n'arrive même pas à raisonner pour légitimer la raison de sa raison, puisqu'elle n'a pas de raison. Puisqu'à la fin, il dit, bon, c'est comme ça et c'est tout. Hein. D'accord ? J'ai pas envie d'en parler. En vérité, c'est un prétexte. Et le prétexte, c'est toi. C'est quoi le prétexte ? C'est ce qui vient avant le texte. Prétexte. Ça va ? C'est un peu comme le contexte. Quand on enlève le texte, il reste le... C'est pas grave. Ah, vous êtes déjà saturé, là. Très concentré. Mais j'ai même pas commencé le cours. Là, je fais rien. Là, je fais le préchauffage des bougies. D'accord ? Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que si vous croyez en Dieu, comme j'ai dit toujours, la croyance, c'est pas seulement de mettre les tefilines, de manger cachère,
de faire Shabbat. C'est évident, ça. Tu dis, non, mais la vérité, non. Moi, vous savez, je suis pratiquant. Je fais que les mitzvot pratiques. Ou alors, je suis traditionnaliste. Ça veut dire que je fais des fautes par tradition depuis des générations. D'accord? Non, il y a un Shulchan Aruch, il y a une définition du juif, et il y a toi. Tu fais comme tu veux. Tu rentres dans les définitions, tu rentres pas. Tu n'es pas obligé. Chez nous, il n'y a pas de prosélytisme, même envers les juifs. D'accord? Tu veux pas être dans la définition. Maintenant, toi, tu veux t'inventer une définition. Ouais, moi, je suis dans la pensée de Woody Allen, j'adore le théâtre yiddish, je mange uniquement tunisien. C'est pas du judaïsme, ça. C'est très proche. C'est une ambiance. D'accord? Mais c'est pas la Torah. La Torah, c'est le Shulchan Aruch. Vous suivez ou non? Oui, mais parce qu'ils ont inventé un truc. C'est cette génération-là. Hein. Ça commence avec Marianne, je m'en rappelle. Ils ont inventé ultra-orthodoxe. Mais en vérité, ultra-orthodoxe, ça veut dire juif, pratiquant. Vous suivez ou non? Quelqu'un qui fait tout ce qui est écrit en Shulchan Aruch, c'est un juif normal. Les autres, c'est en dessous, c'est un problème. Vous comprenez ou non? Si vous allez dire, écoutez, on n'est pas obligé d'être partout, puis chacun a sa conception, chacun a sa vision. Genre au supermarché de la Torah, chacun il fait ses courses. Mais non, il y a des définitions. Tu comprends? C'est comme si quelqu'un tu dis, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est d'être fidèle à sa femme, à son mari. Ah d'accord. Mais si tu as vraiment une belle opportunité, genre le mannequin, Miss Israël, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, là c'est exceptionnel, c'est différent. Donc tu es infidèle. En fait, tu es fidèle sauf opportunité. Donc tu es infidèle. Ouais. Le mec dit, c'est quoi l'honnêteté? T'es honnête ou t'es pas honnête, toi? Bien sûr que je suis honnête. Écoute, je suis pas religieux, mais je suis honnête quand même. Nos parents nous ont éduqués dans la droiture, dans l'honnêteté. Ok, 1 million d'euros. Ah non, c'est une mise va te voler. Là. Après, tu vas donner le maaser, tu vas créer une yeshiva. Donc tu es un voleur potentiel. D'accord? Mais est-ce qu'un voleur potentiel, c'est quelqu'un d'honnête? Puisque l'honnêteté, justement, elle se mesure dans l'épreuve de la malhonnêteté. C'est pour ça qu'il s'appelle l'épreuve. Vous me suivez ou non? L'épreuve, comment vous l'écrivez-vous? L'épreuve, L-E-S, preuve. L'épreuve de la vie. Parce qu'une épreuve, ce qu'on appelle un examen extérieur, âme, c'est ce qui fait sortir ton âme. Donc tu es avec ton stylo et ta feuille, à l'examen. Tu dis, mais attends, où ils sont les cahiers, où est l'ambiance, où est le prof, où sont les antisèches? Il n'y a pas. Il y a toi, la feuille et le stylo. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas savoir ce que tu sais. Ce que tu sais, on le sait avec le contrôle continu. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu es devenu grâce à ce que ça a appris. Ça, c'est les textes de l'éducation nationale. On veut mesurer à l'examen le niveau de maturité qui a été atteint grâce à l'acquisition des connaissances. D'accord? Donc tu vois que savoir sans devenir, ça vaut 0. Comme si vous ou non. C'est comme si toi, tu as fait 10 ans d'yeshiva et tu trompes ta femme avec une tranquillité. Tu te dis, mais t'as un problème. Ou à la yeshiva ou avec ta femme. C'est un des deux. Ouais. Si tu dis, je mange cachère, sauf pendant les vacances, comment tu fais? T'as 2 estomacs. Le jeune dit, je mange cachère à la maison. Et en dehors de la maison, comment il fait le mec? Il a une autre bouche. Il fait, ouais. Ah, mais c'est pas pratique, c'est compliqué, ces trucs, j'habite à Saint-Paul. Mais arrête. Vous avez compris l'idée ou non? Oui, mais il y a quand même on est quand même dans la religion juive un peu d'effort, non quand même. Un peu. Il n'y a que des efforts. Non, mais on peut faire ça. Dire une personne qui mange cachère, on va dire même... Ah, c'est mieux que rien, tu veux dire? Ouais, c'est mieux que rien. Ah, bien sûr. D'accord. Mais quand tu as des notes éliminatoires dans un process scolaire, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres notes si tu as des notes éliminatoires? Ah, c'est mort. C'est toi qui l'as dit. Donc maintenant, mais c'est mieux que rien. Vous avez compris? Mais c'est mieux que rien. C'est le culte des rabbins quand on parle avec les rabbins. Les rabbins, on dit souvent... Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui dise la vérité. Bon, donc ça veut dire quoi? Non, mais vous êtes jeune. Si vous aviez 82 ans, en phase terminale, j'aurais dit les pauvres, on va leur dire une fois, dans ta vie, tu as dit Amen à la sortie d'un déménagement. Amen, Amen, les valises, d'accord? Quand la cave, tu vas aller au monde futur. Mais là, vous êtes jeune. Vous avez des cerveaux, vous êtes frais, vous êtes... Pourquoi je vais vous vendre une Torah de baratin? C'est le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes. D'accord? Non. Je vous dis la vérité. Mais non. Ça va? Ah, c'est rythmé, hein, comme... Faut suivre. Hein. Tout. Ouais, c'est bien. En plus, j'ai dormi cet après-midi, je suis dangereux. Ah oui, parce que quand je dors, les connexions vont beaucoup... Donc là, je parle au ralenti, là. Si je me mets à parler vite, alors là, vous allez avoir mal à la tête pendant une semaine. C'est pour ça que caché en hébreu, ça veut dire caché en français. En caché, ça veut dire dur. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant? Il est en Côte d'Ivoire, celui-là. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée,
vous avez compris, c'est qu'on vient avec un potentiel énorme. Énorme. Ouais. Et ce potentiel, on doit le réaliser. Donc on va passer du potentiel au réel. Donc il y a le jeu intérieur, on a dit, et le jeu extérieur. Maintenant, il faudrait réussir à faire de développer le jeu intérieur. Ça s'appelle développement personnel, connaissance de soi, maîtrise de soi, respect de soi, peinture sur soi, cravate en soi. Et après, il faut développer le moi extérieur. Le moi agissant, le moi efficace, le moi professionnel, le moi spirituel, le moi religieux, le moi mari, le moi papa, le moi grand-père. Donc ce moi à l'extérieur qui est un efficace de chez efficace dans la réalité, et le moi intérieur qui est entièrement construit. Maintenant, quand le moi intérieur est rempli entièrement sa peau, ouais, et qu'on a compris que la réalité, elle est adaptée, puisque la Emouna, c'est quoi? C'est d'accepter que la réalité, en fait, elle est adaptée. C'est que le bon Dieu t'envoie exactement la réalité que tu dois avoir en face de toi. Il y en a même qui pensent que c'est un reflet. Vous avez déjà regardé dans une glace? Oui ou non? Non, pour autre chose que pour une épilation. Ouais. Eh bien, la glace, c'est extraordinaire, la glace. Je voulais écrire un livre sur ça, mais bon, je n'ai pas le temps. Vous savez que quand vous regardez dans une glace, dans 99% des cas, la glace renvoie le reflet de la personne qui est devant. Ça va, vous me dites si ça va trop vite? Hein? Vous pensez 100%, vous? C'est faux, parce que tu vois, quand on est deux dans une situation, pourquoi tu accuses l'autre? Donc tu penses que c'est l'autre qui est dans le reflet. Alors qu'en fait, quand on est deux dans une situation, on est responsable à 100% de 50% de la situation, puisqu'on est concerné. Donc si tu penses que c'est entièrement de la faute de l'autre, c'est que tu n'es pas concerné. Si tu n'es pas concerné, comment ça se fait que tu es sur la photo? Vous suivez ou non? Tu peux dire à ta femme, les enfants ils sont comme ça, c'est entièrement de ta faute. Tu peux dire à ton mari, c'est à cause de toi qu'il y a une mauvaise ambiance. Mais chérie, on est deux. On est complémentaires. C'est les ingrédients. Ouais. Dans la dafina, il y a de la viande et il y a des pommes de terre. Tu dis, c'est le goût de quoi? C'est le goût des deux. Donc chacun y participe. C'est ça le couple. On participe. Chacun y met de lui-même dedans. Tu dis, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On accuse. Mais ça, c'est le premier signe d'immaturité. C'est de penser que tu es dans une situation mais que tu n'es pas concerné. Alors qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui fait l'immature? Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, c'est pas moi. Il se fait attraper. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? C'est de ta faute. Genre, je t'ai menti parce que tu me pousses à bout. Je t'ai trompé parce que tu me donnes pas ce que j'ai besoin. Extraordinaire, ça. Vous me suivez ou non? Troisième niveau d'immaturité, après qu'il a dit, ou qu'elle a dit, c'est pas moi. Après, c'est de ta faute, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu as prouvé quand même qu'il a une part, qu'elle a une part, parce qu'on peut pas être à 0% dans une situation qu'on a créée soi-même, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Ça, je le dis tous les soirs. Je m'excuse vraiment pour les gens qui assistent aux cours. Mais moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Tous mes cours. C'est vrai, hein? Non, je tiens à être présent à tous mes cours. Je me dis, mais c'est débile. Évidemment qu'il est présent. Alors, je vais vous dire un truc. Parce qu'on n'est pas très nombreux. Je vous fais une petite confidence. Moi, je ne parle plus au premier degré depuis l'âge de 9 ans et demi. Donc, si je vous dis une chose, il ne faut jamais l'écouter au premier degré. D'accord? Donc, quand je vous dis que j'assiste au cours, c'est pas que je suis présent physiquement au cours, mais évidemment. Non, c'est que je refais le cours pour moi. C'est-à-dire que je réanalyse la chose, je me remesure avec la chose et j'évolue avec la chose. Imagine maintenant un truc que je réfléchis dessus chaque soir depuis 35 ans, la gueule que j'ai. Vous avez compris ou non? Par rapport à quelqu'un que c'est la première fois de sa vie qu'il entend, que... Mais c'est vrai, quelque part, la vie c'est un miroir. Attends, I'm shocking. D'accord? Un ibéchoc. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne... On s'est déjà vu quelque part avant. Je suis déjà là encore. Ah mais votre tête, je me rappelle. J'ai un peu de décalage. C'est à cause de la grossesse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire qu'il faut accepter, et c'est ça la Emouna, que la réalité, elle est d'une homogénéité effrayante. Effrayante. Je te parle même pas de la personne que tu épouses. Je te parle même pas des enfants que tu as, que de toute façon génétiquement ils viennent de toi, donc il faut arrêter de penser qu'ils ont les qualités du voisin, alors qu'il est très entreprenant. D'accord?
Je te parle même de... Ça va? Je te parle même de la personne que tu rencontres. Comme ça. Du gars qui te dit bonjour et qui te raconte sa vie, tu ne sais pas pourquoi. Et après, deux ans après, tu te dis, mais attends, mais il m'a éclairé, le gars. Il n'y a pas d'erreur. Même que tu passes à cet endroit-là, que tu vois cette chose-là. Ben oui, parce que les scientifiques, ils disent, tu vois, un homme, il voit ce qu'il voit. Les psychologues, ils disent, un homme, il voit ce qu'il veut voir. C'est que tu projettes tes névroses. Ouais. Mais le Baal Shem Tov, il dit, un homme, il voit ce qu'il doit voir. T'as compris? C'est-à-dire qu'avant ta naissance, déjà, on a préprogrammé l'ensemble des diapos qui vont passer devant toi. Maintenant, il y a des gens malins, ils apprennent. J'ai vu ça, hop. Moi, je vois des trucs incroyables. D'accord? Je sais pas, je suis en train de vérifier sur Facebook combien il y a eu de vues. Là, que je tombe sur une petite vidéo. Une vidéo d'une fille que j'ai vue il y a 15 ans. Bon, qui était un peu troublée mentalement. Et je la vois. Bon, maintenant, je ne l'ai jamais revue. Elle est venue une fois au cours, elle m'a parlé, c'est un peu énervé sur moi. Et je l'ai vue. Et là, j'ai vu son nom. 2 jours après, un mec qui vient à la maison, il me dit, Ben Chetri, je suis très embêté, il y a une fille, ça fait 15 ans qu'elle me fait du chantage, elle me dit que je l'ai truqué, elle me traite, elle me menace et tout, d'agression. Je lui dis, elle s'appelle comme ça. Il me dit, oh, le mec, il me dit, mais non, il dit, comment elle s'appelle? Il me dit, je peux pas vous dire la chose. Je lui dis le nom, moi. Le mec, il me dit, mais c'est pas possible. Vous êtes un professionnel de l'événementiel? Un prophète? Je dis, non. Non, c'est que le bon Dieu me l'a montré il y a 2 jours. Maintenant, tu ne vois jamais rien pour rien. Mais moi, j'en ai des dizaines comme ça. J'ai un mec avec moi dans le vol Montréal-Paris, et il me raconte pendant 1h30 qu'il est spécialiste de tel type de douleur, une niche médicale spécialisée dans le bas du dos. Le mec, c'est spécialiste mondial, il me donne sa carte. Tu vois pas 2 jours après, je prends une bonne femme, mon fils, il est paralysé parce qu'il a cette douleur. Je lui dis, c'est pas possible, voilà le spécialiste mondial. Il me dit, c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec lui. Je dis, voilà son numéro, le voilà de portable. C'est pas pour vous dire, waouh, Baba Salé. Non. Non, c'est pour vous dire que quelqu'un qui sait que la vie, c'est des miracles, il arrive des miracles. Mais nous, notre problème à nous, vous savez, c'est quoi? C'est cartésien. Moi, je suis plus cartésien que vous. Ouais, très, très cartésien. Mais je me suis travaillé pour développer la Emouna. Or, la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est ce qui te donne accès à ce que tu ne vois pas. Par contre, le cartésien, c'est ce qui permet de comprendre ce que tu vois. Comme tu veux ou non. Donc, ce que tu vois, tu as une mitzvah de le savoir et de le comprendre, mais ce que tu ne vois pas, tu as une mitzvah de le croire. Maintenant, quand tu ne crois pas à ce que tu ne vois pas, ouais, il faut quand même comprendre que les 3/4 de l'univers, ils sont cachés. Que les 3/4 de la connaissance, ils sont cachés. Que 99% du divin, il est caché. Donc, ce que tu ne vois pas, que tu ne peux que le croire. Maintenant, quand toi, tu refuses de croire, soi-disant parce que tu es cartésien, genre tu es intellectuel, tu es pragmatique, et tu te limites à tes 5 sens, mais tes 5 sens, ils sont très limités, Baba. Vous comprenez ou non? Une fois, il y a un gars, il a voulu faire le dictionnaire de l'ignorance. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On remplit des bibliothèques avec les connaissances. Mais lui, il a dit, tu sais quoi? Au lieu de faire la liste de ce qu'on sait, je vais me faire la liste de ce qu'on ne sait pas. C'est intelligent, non? Il a mis que des noms. Au bout du 5e volume, il a arrêté. Il a dit, on ne sait rien. Vous connaissez l'eau? L'eau. Vous connaissez l'eau? L'eau, H2O. Vous savez qu'il y a 1200 structures différentes d'eau. L'eau d'ici, elle n'est pas la même que là-bas, elle n'est pas la même propriété, mais c'est de l'eau. Tout c'est H2O. Hein. Celle-là, elle soigne les reins. Celle-là, elle soigne de l'asthme. Celle-là, elle soigne la peau. C'est bizarre, non? Mais c'est de l'eau. D'accord? C'est pour ça que moi, toujours les scientifiques, je leur pose des questions simples. Genre, c'est quoi la lumière? Ils sont emmerdés, tu vois. C'est quoi la vie? Eh bien, on la constate, on la vérifie, on la mesure, mais on ne la crée pas. Intéressant. Ouais. C'est quoi le temps? Le temps, tu regardes ta montre, tu vois que ça bouge, c'est un mouvement, c'est une résonance mentale de la peur de mourir. Comme tu as peur de mourir, et tu sais que tu es là pour un certain temps, donc par résonance mentale, tu te crées un stress qui s'appelle le temps. Oui, non, oui, non. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Voilà. C'est vrai ou c'est faux? Ça peut être vrai. Voilà. C'est des lectures. C'est bien. Donc maintenant, le problème, c'est que entre toi et lui, et l'horizon, ouais, c'est quoi l'horizon? C'est une droite. Une droite, c'est fait d'une multitude de points. Toi, tu es un point. Entre ce point-là et l'horizon, combien tu peux tracer de droite? Une infinité. D'accord? Maintenant, le rapport que tu as avec la réalité, c'est la perception de la réalité. La perception de la réalité, c'est la conscience. Maintenant, il y a 3 formes de lien avec la réalité. Le vrai, le faux et l'absurde.
Oui, parce que quand tu n'es pas lié avec la réalité, ça s'appelle le déni de réalité, donc tu n'es pas dans la réalité. Mais je parle des gens qui ont un lien avec la réalité. Tu peux avoir un rapport vrai, tu peux avoir un rapport faux, ouais, genre tu es convaincu que Nabila est intelligente, ouais, ou tu peux avoir un rapport absurde. C'est les trois possibilités. Essayez de trouver une quatrième. Vous me suivez ou non? Le vrai, le faux et l'absurde. Maintenant, je vais vous dire la vérité dans cette multitude de liens que tu peux avoir avec la réalité. Les liens de émettre, de vérité, ils sont très limités. Les liens de faux, les facs sont en plein, les télés, elles sont pleines, et la politique, elle regorge, ouais, de rapports faux avec la réalité. Et l'absurde, c'est toute la production de la télé, de la cinématographie, c'est normal, parce que plus on est un truc des plus débiles, plus on est coté à la télé. Donc l'absurde, il devient une marque. Parce qu'avant, on écoutait des philosophes, maintenant on écoute des humoristes, pour te dire un peu le niveau. Avant, les influenceurs, c'était Platon, maintenant c'est Nabila. Donc tu sens qu'on a changé au niveau du QI, le QI des oiseaux, le QI. Donc cette logique-là, ouais. C'est pour ça que des fois tu te dis, mais est-ce que la Torah elle est adaptée à la génération? Moi je vois, c'est tellement puissant, c'est tellement... Moi je vous dis, j'ai pas fait d'études. Moi je n'étais pas spécialement débile. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocane au téléphone. D'accord? Donc je n'étais pas débile. Mais j'ai appris la Torah, je me suis cassé la tête, brutalisé le cerveau. Parce que la Torah et la sagesse, ça n'a rien à voir. Et maintenant, avec le recul et quelques décennies d'expérience et de réflexion et de rencontres et de connaissances, je vois que est-ce que la Torah elle est adaptée? La Torah extérieure, ambiance, mimouna, kaila, ok, c'est rien, ouais. Parce que les gens ils font la bar mitzvah avec les danseuses arabes, ça ne dérange pas. Ils sont en train de fêter l'entrée dans les mitzvot avec lequel. Je dis, mince, c'est un shawarma qui marche. D'accord? C'est-à-dire, on est arrivé à un tel niveau de décalage où les gens, ils peuvent faire par exemple un mariage qui est une consécration religieuse, mais avec un traiteur qui n'est pas caché. Ça ne dérange pas? Oui, ils font le soir, ils font la choupa avec les rabbanim, et le lendemain matin, plage beach, tout le monde tout nu avec la mousse. C'est très bizarre. Non mais, vous comprenez? Moi, non, je parle au niveau analyse zoologique, d'accord? Bon. Zoologique. Ah bah oui, parce que là, c'est de la zoologie. Là. Si tu fais rentrer de la psychologie là-dedans, ça serait presque imaginer qu'on parle d'être humain. D'accord? Non. Non, bah oui, non, mais il faut comprendre une chose très importante. Ne le prenez pas mal, hein. Mais intelligent, en philosophie, ça veut dire adapté. Donc, le contraire d'intelligent. La bonne rime avec une lettre d'écart. Ça veut dire inadapté. Maintenant, quand tu es inadapté à la Torah, c'est pas que tu n'es pas intelligent, c'est que tu es un CON. Vous me suivez ou non? Quand tu n'es pas adapté à ta femme, parce que tu es un psychorigide, parce que tu es un fabricant de cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie, d'accord? C'est pas grave. Donc quand tu n'es pas adapté à tes enfants, parce que tu dis, moi ce qui compte, c'est changer de tailleur, alors que tu as 2 filles anorexiques, tu es CON, tu n'es pas dans ta réalité. Ouais. Quand tu t'angoisses pour la parnassa, alors que grâce à Dieu, tu as 1 milliard à la banque, tu es inadapté. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc en vérité, le vrai problème, c'est est-ce que tu es inadapté ou tu es adapté? Maintenant, tout le travail qu'on fait dans la vie, c'est quoi? C'est de devenir adapté. Comment, puisqu'on est manquant, comment on devient adapté? En étant complet. Vous me suivez ou non? Comment on dit complet en hébreu? Shalem. Shalem, ouais. Comment on dit manquant? Incomplet? Chasser. Comment il s'appelle Yetzirah? Chasser. Léola, Madame Chasser. Un homme est toujours manquant. C'est-à-dire qu'en vérité, on est manquant. On est manquant. Ça? Diabète. C'est marqué dessus diabète ou quoi? D'accord. Non mais profitez tant que vous ne le savez pas. Donc, je refais passer parce que sinon moi ici ils vont rester en garage. Donc l'idée c'est quoi? C'est que en fait nous sommes manquants. Ouais. Maintenant il y a 2 manières de vivre le manque. Ou tu le vis de manière angoissante, névrosante, anxiogène, de dire ouais je suis en manque, je suis manquant, je suis incomplet. Soit tu dis mais non, parce que le manque c'est un appel à devenir complet. Par exemple, t'as faim. Ça peut arriver d'avoir faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Quand tu manges, tu fais
Ah, je suis rassasié. Tu as une question qui te trouble. Tu trouves la réponse. Ah, ça fait du bien. Tu sens que tu n'es pas construit parce qu'il te manque la personne qui va t'apporter le complément de ta personne. Tu l'épouses. Ah, j'ai trouvé la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Tu es un bébé. Tu dis, ah ça y est, je me sens une femme, je me sens une maman, je me sens... Ça te complète. Tu as un patron qui t'aide à te réaliser. Tu as un magasin qui montre tes capacités. D'accord? Toute la vie, en vérité, c'est de compléter les manques. Maintenant, vous avez bien compris que sans le manque, il ne peut pas y avoir de complément. Maintenant, celui qui va rester sur le manque, c'est sa dimension de manque. Ouais, de toute façon, je ne suis pas capable. De toute façon, je suis nul. De toute façon, je suis grosse. De toute façon, je suis bête. De toute façon, personne ne me regarde, personne ne m'aime. Donc, en fait, au lieu d'utiliser le potentiel de devenir, tu t'en sers pour développer ton complexe. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que tu as du mal à assumer la pression d'avoir à être. Parce que être, c'est une pression. Ton patron, il t'attend, la Torah, elle t'attend, la synagogue, elle t'attend, ta femme, elle t'attend, ton mari t'attend. Donc, l'attente existentielle qui est proposée par la vie crée une pression. Et qu'est-ce qu'il dit, Ben Chetrit? Vous savez ou non? Une pression, ça va, dépression, ça va pas. Donc, c'est quoi une dépression? La dépression, c'est le mal vécu de la pression. Maintenant, pourquoi la pression est mal vécue? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas construit. Parce que si tu abordes une question de 30 ans avec un mental de 17, tu te rends compte le décalage? Vous savez comment ça s'appelle? Le malaise développé par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. C'est comment on appelle ça en français? Le stress. C'est ça le stress. Donc les gens disent, je suis stressé. Mais non, tu n'es pas stressé, tu n'es pas préparé, tu n'es pas construit, tu n'es pas instruit, tu n'es pas conditionné, tu n'es pas musclé, mais c'est pas que tu n'es juste pas adapté. Maintenant, fais ton travail. D'accord? Tu es insécure dans la rue, fais du Krav Maga. Fais du taekwondo. Tu te battras jamais. Mais quand tu arrives, des voyous, ils disent, celui-là, il est bizarre, celui-là, t'approches pas. Pourquoi? Parce que tu es sûr de toi. Vous savez que les chiens, ils sentent quand quelqu'un a peur. Vous savez ça ou non? Vous savez pas? Là, j'ai dit, non, j'ai peur des chiens, j'ai peur de chiens. Non, mais c'est très grave au niveau psychiatrique. Écoutez ça, c'est intéressant. Qui n'a pas peur? Bah alors, les cafards et les souris, on n'en parle pas. Non, mais écoutez ce raisonnement, il va vous éviter au moins 2 ans de thérapie. Écoutez comment il est incroyable. Vous savez que les chiens attaquent les gens qui ont peur. D'accord? Maintenant, pourquoi les chiens attaquent les gens qui ont peur? Parce qu'ils ont peur. Maintenant, comment le chien, il sait qu'on a peur? Parce que quand quelqu'un a peur, il émet une certaine sueur spécifique que le chien sent. Que tant que tu sens pas, mais le chien, il sent. Maintenant, quand le chien, il sent que tu as peur, il attaque. Maintenant, pourquoi le chien, il attaque quand il sent que tu as peur? Tu dis, bah, parce que j'ai peur. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce que comme l'homme, c'est un dominant, quand il voit que le dominant panique, ouais, parce qu'il est d'origine espagnole, donc hispanique, par la force des choses, ouais, ça va. Donc, quand il voit que le dominant a peur, ça lui fait peur. Donc, comme il fait peur, il attaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous allez dire, bon, de toute façon, grâce à Dieu, on n'en côtoie pas tous les jours des chiens. Comment tu les côtoies pas? Mais c'est ton patron. Ton patron, quand il sent que tu baisses la tête, il enfonce. Toi, tu as fait 5 ans après le bac, tu es ingénieur commercial, il te dit, bon, Myriam, en sortant, vous mettez un petit coup de propre. Tu dis, il est fou celui-là ou quoi? Et de l'autre côté, il te dit, vous savez, il y en a beaucoup qui attendent votre poste. Puis de temps en temps, il vérifie que tu es vraiment encore vivant. Et toi, tu n'oses pas l'envoyer balader parce que tu dis, bon, bah, tu sais... Alors qu'en vérité, c'est un manque de confiance en toi. C'est un manque d'assurance. Mais si tu tapes sur la table, donc tu te remets en situation de dominant, lui, il se met en dominé. Mais si toi, tu fermes ta bouche, lui, il se met en dominant, et toi, tu fais la dominer. C'est des rapports de force. C'est que la logique, en vérité, c'est que toi, tu existes, lui, il existe. D'accord? Maintenant, si lui, il existe plus, et que toi, tu existes moins, il te bouffe la gueule. Maintenant, il faut réussir, ce qu'on appelle le respect mutuel, à coexister. Vous me suivez ou non? Moi, j'existe, toi, tu existes. Ça se passe très bien. Moi, j'ai des compétences professionnelles qui valent 18 000 € par mois. Tu ne me dis pas, vous débutez, je vous donne 1 500. Tu dis non. Voilà. C'est l'heure de départ, tant. Ah, tu dis, il y en a beaucoup qui attendent la place. On verra. Parce que quand vous verrez les compétences, vous déciderez si vous payez un diplôme ou une compétence. Mais quand vous verrez qu'à moi tout seul, j'abats le travail de 5 personnes, peut-être que vous allez commencer à vous demander si 18 000, c'est pas une affaire. Et en attendant, VCTM, formule très connue à la CGT,
Vous connaissez ça ou non? Bah chez ta mère. Mais c'est dur de s'imposer parce que tu dis j'ai peur, et s'il me fout dehors, mais il joue sur ta peur. La force du dominant, c'est deux choses, la peur et l'espoir. Il joue sur la peur et l'espoir. Comme les nazis. Comment les nazis ils arrivent à amener les gens au camp de la mort? Bah, quand ils étaient dans la ville, ils leur disaient si vous rentrez dans le ghetto, vous allez rester vivant. Donc ils rentraient dans le ghetto. Après, dans le ghetto, ils disaient si vous avez une carte de travail, vous avez plus de chances de survivre. Donc ils cherchaient une carte de travail qu'ils devaient acheter. Après, quand il était parti, celui qui part, il a plus de chances parce qu'il part dans un camp de travail dans l'Est. Donc il montait dans le train. Quand ils arrivaient, il dit celui qui monte dans le camion, il a plus de chances de survivre que celui qui va à pied. Donc ils allaient à la chambre à gaz. Quand ils arrivaient à la chambre à gaz, ils voyaient marqué douche. Donc ils avaient l'espoir que c'était une douche. Donc en réalité, toute la force du nazi, c'est l'espoir. Ça va? Donc le manipulateur, le pervers narcissique, la folle, l'hystérique, elle te fait toujours rêver que ça va s'arranger, mais en même temps, elle profite de ton amour pour t'écraser. Donc il y aura toujours les deux. Vous me suivez ou non? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Avant, je ne disais pas que c'est moi, maintenant je le dis. Ça ne sert à rien, je vais mourir un jour, il faut bien que les gens le sachent. Parce qu'après, ils me disent, oui, où c'est marqué? Ben, c'est marqué là, voilà, tu vois pas? Écoutez cette phrase, vous pouvez l'écrire sur les murs, la tatouer dans le dos de votre femme. Tiens, retourne-toi, chérie, je vais réfléchir. Un espoir au singulier, désespoir au pluriel. C'est puissant, ça. Vous avez compris ou non? Un espoir au singulier, désespoir. Diana. Vous avez vu le visage, comment il s'éclaire quand on comprend? C'est de la folie, non? Non, c'est beau. C'est pas des jeux de mots. Moi, je suis très fort en jeu de mots, mais ça, c'est pas un jeu de mots. Parce que c'est l'Agma, en fait. L'Agma, dans ce cas, elle dit, si tu promets quelque chose à un enfant, fais-lui. Sinon, tu lui apprends à mentir. Pourquoi? Parce que tu lui apprends que tu dis et tu fais pas. Donc, tu lui apprends incohérence. Maintenant, quand tu donnes un espoir à quelqu'un, il faut le réaliser. Le mec, tu lui as promis que dans un an, tu lui rends l'argent. Rends-lui. Tu dis non, c'est pas évident, c'est difficile. Donne-moi encore un an. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le cycle, c'est espoir, réalisation. Espoir, réalisation. Vous me suivez ou non? Si tu dis dans un an on fait la liane, ne dis pas après dans 5 ans. Dans un an on déménage, ne dis pas dans... Sinon ne dis rien. Sinon dis quand on pourra. Dis quand on aura atteint on aura 45 000 euros dans le compte, on lance la porte sur l'appartement. Mais ne dis pas l'année prochaine. Parce que qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu donnes un espoir pour te débarrasser de la pression que l'autre elle te crée en te demandant. Mais comme tu ne peux pas réaliser l'espoir, donc tu redonnes un espoir. Or le cumul des espoirs non réalisés crée les désespoirs. Vous avez compris cette logique ou non? Maintenant, l'idée, elle est jolie, c'est beau, ça fait presque un jeu de mots, mais dans la vie de tous les jours, tu te rends pas compte, tu te donnes de l'espoir. Tu sais, les enfants, tu les baratines. Bon, c'est pas grave, plus tard, je t'achèterai un vélo, après, ah, mais pas d'argent, tu me saoules, ah, t'as frappé ta soeur. T'as promis un vélo, s'il travaille toute l'année, tu lui offres le vélo. Tu dis, oui, mais il a frappé sa soeur. Tu lui mets une tannée parce qu'il a frappé sa soeur, mais tu offres le vélo. Tu dis pas, je t'enlève le vélo parce que t'as frappé ta soeur, parce que toi, t'avais donné une promesse. Comme au travail. Comme dans tout. C'est tout. C'est pour ça que tu ne dois pas non plus t'engager sur des choses impossibles. Parce que si tu faisais 5 000 euros de chiffre d'affaires et tu dis le mois prochain je fais 7 millions, quelle étude tu as fait? La mythologie. L'étude de la mytho. Très, très. Un niveau master. Master mytho, quelque chose de spécial. Donc vous comprenez en vérité que la personne, toute sa vie, elle va devenir. Mais grâce à quoi elle devient? Grâce à la réalité qui lui propose de devenir. Maintenant, les clés qui permettent d'utiliser la réalité pour devenir. Bon, les goïms, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. D'après eux, ça fait 15 milliards d'années. Le communisme, le capitalisme, le bouddhisme, le nudisme. Ils cherchent. D'accord? Nous, on a la Torah. Je ne sais pas parce que je suis rabbin ou chauvin. Je vous dis, j'ai fait beaucoup de philo avant de rentrer à la yeshiva. Ça tient la route. Ça fait 35 ans que je le concasse, le système. Il marche bien. Ouais. Non, moi, je ne suis pas du genre à me laisser bourrer la tête, ou lavage de crâne, ou menace existentielle dans cette vie ou dans l'autre monde. Non, moi, les PAC, j'ai arrêté très très jeune. Un jour, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. J'étais dans une soirée, bon, je ne veux pas dire de quoi. Ils nous ont fait boire, ils nous ont fait chanter, ils nous ont fait crier, ils nous ont fait truquer. Ils disaient à chacun, allez, l'année prochaine, tu vas être un hassid, tu vas être un hassid. Tout le monde était bourré, tout le monde était truqué. Puis le mec qui est venu chez moi, le mec qui avait fait la soirée, il me dit, alors, c'est l'année prochaine, tu vas être un hassid. Moi, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, j'ai bu que du jus de raisin. Vous avez compris ou...
Non, je demande parce qu'il y a des gens qui pratiquent le cerf-volant de manière régulière. Donc l'idée, c'est ça. Ça va? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, la vie, c'est une série de propositions à être. C'est pour ça que le livre, il s'appelle Une invitation à être. Ouais. C'est qu'une proposition d'être. Maintenant, la vie, c'est l'école. Le directeur, le proviseur, c'est le bon Dieu. Le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves. Parce que toi, tu arrives en classe de première. Le prof de maths, il a un programme de première, avec une série d'exercices de première, avec un rythme d'interro pour voir comment tu as intégré le cours à travers les exercices, ouais, et un examen de fin d'année pour voir combien tu es devenu grâce à ce que tu as appris. Ok. Donc vous avez compris, la vie, c'est l'école, le proviseur, c'est le bon Dieu, le programme, c'est la Torah, les camarades de classe, c'est les gens qui t'entourent, les exercices, c'est des épreuves que tu vas avoir pour pouvoir intégrer ce que tu apprends, et comment il s'appelle le professeur de travaux pratiques, celui qui distribue les exercices? Yetzirah. C'est lui, Yetzirah. C'est pour ça qu'il y a Yetzirah, il s'appelle Yetzirah. Ouais, le mauvais penchant. Mais dans le Midrash, il s'appelle Tov. Bah oui, parce qu'on a dit que Tov, c'est complet. Or, toi, tu ne peux pas être complet sans sublimer l'opportunité de rester incomplet. Vous savez ou non? Tu vas à l'examen, tu passes l'examen, tu crèves de l'examen, tu réussis l'examen. Mais tu ne peux pas réussir l'examen sans passer l'examen. Vous savez ou non? Tu ne peux pas passer l'examen sans préparer les examens. Et tu ne peux pas changer sans avoir crevé le jour de l'examen. Impossible autrement. Donc si ton couple il est construit, c'est parce que tu as acquis de la culture, de Torah, tu as mis beaucoup de bonne volonté, il y a eu de la confrontation, il y a eu des angoisses, il y a eu des nerfs, il y a eu de la remise en cause. Parce que pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Il y a du boulot, puisqu'il y en a beaucoup qui confondent la psychorigidité avec la personnalité. Certaines personnes, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. Donc ils sont adaptés à leur mère, à leur sœur. Mais comment ils vont s'adapter à leur femme? Parce que leur femme, elle vient d'une autre famille, d'un autre système, d'une autre culture, d'une autre approche. Comment ils vont faire pour s'adapter? Vous savez comment on sait si un couple il s'aime ou non? Vous savez pas? S'ils changent l'un pour l'autre. S'ils changent. Et si tu te transformes pour l'autre. Parce que s'ils ne se transforment pas, c'est qu'ils s'aiment. Mais s'ils se transforment, c'est qu'ils s'aiment. Vous n'avez pas compris? Par exemple, quand vous aimez les pommes, quand tu prends la pomme et que tu l'aimes, elle se transforme, puisque tu deviens un trognon. Mais toi, tu ne changes pas. Maintenant, si tu aimes les autres comme les pommes, donc tu es un consommateur, tu n'es pas un investisseur. Donc tu ne changes pas. Mais l'autre, il change. L'autre, il change. Parce que tu l'as détruit. Donc le secret de la Torah, c'est quoi? Ton projet, c'est l'autre. Toi, ton projet, c'est l'autre. Toi, tu veux l'autre, elle soit une femme épanouie. Toi, tu veux que ton mari soit bon. Toi, tu veux que ton mari soit un bon père. Mais comment il va être un bon père puisque tu penses qu'il est nul? D'accord, oui ou non? C'est que le projet, c'est l'autre. Et c'est bien. Tu dis, et moi, comment je vais faire? Eh ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire exister l'autre si on n'existe pas. Bichlal Mataim Mané. On dit dans 200, il y a 100. Si tu vas chez quelqu'un, tu dis, tu peux me prêter 100 euros? Il dit, excuse-moi, j'ai 200. J'ai pas compris. Tu as 200. Ah, tu as un billet de 200? Non, non, j'ai 2 billets de 100. Je dis, bah, si tu as 2 billets de 100, tu peux me prêter 100? Non, je peux pas, j'ai 200. Donc, comme j'ai 200, je peux pas te prêter 100, puisque j'ai 200. Tu dis, mais si tu me dis j'ai 50, je comprends que tu peux pas me prêter 100. Mais si tu me dis que tu as 200, dans 200, il y a 100. Oui, non? Oui, non? Vous comprenez ce que je dis ou... Non, vous n'avez pas compris? Non, le deuxième degré, vous avez compris? Hein? Non, le deuxième degré, c'est que tu ne peux pas donner à l'autre de l'amour si tu t'aimes pas. Tu ne peux pas respecter l'autre si tu ne te respectes pas. Donc, dans 200, il y a 100. Donc, celui qui respecte l'autre, il se respecte. Dans 200, il y a 100. Comprenez ou non? Donc, quand la Torah, elle te dit, occupe-toi de l'autre, la Torah, elle sait très bien que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Comprenez ou non? Donc, ce que tu n'as pas acquis chez toi, tu ne peux pas le transmettre à l'autre.
Donc ce que tu n'as pas atteint, ne l'exige pas de tes enfants. Ce que toi tu penses que c'est impossible, ne dis pas à ta femme comment ça se fait que tu le fais pas, parce que tu le fais pas toi. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Moi les mecs imagine, me dire, qu'est-ce que je dois faire avec une femme qui n'est pas de sa loi? Elle n'est pas pudique, à bar mitzvah, elle se met à danser devant tout le monde. Je dis, mais toi tu es shomer Shabbat? Elle m'a dit, pas du tout. Je dis, elle est comme toi alors, mais pas dans le même domaine. Elle c'est dans la pudeur, et toi dans le Shabbat. Donc vous êtes pareil en fait. Ah oui, mais il y a une nuance. Papa, il y en a 50 des nuances. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as compris ou non? Donc les gens maintenant, ils veulent pas faire la nuance. Ils veulent pas. Ils font du claqué. Ils font de l'ébénisterie. Ils font du contreplaqué. Ils veulent du prêt à penser, du prêt à vivre, du prêt à parler, du prêt à dire, du prêt à aimer. Ça n'existe pas, ça. Tu veux du prêt à aimer? Candy Planet, tu ouvres, tu manges. C'est vrai. Tu aimes le Candy Planet? Oh, c'est bon, c'est bon. Oh là, Schneider, oh là là, ils ont fait un nouveau, là, un peu piquant, un peu... Ça, c'est des Candy Planet. Mais le mariage, c'est un tagine, le mariage. C'est un tagine. Tu vas, t'achètes la viande, d'accord? Tu la fais revenir, tu la dégraisses, tu la refais revenir, tu fais truc, tu épluches les pommes de terre une par une, tu la prépares, tu les fais revenir, tu refais les oignons, tu fais cuire 6 heures, 7 heures. Là, tu manges un tagine, tu dis waouh! Ton couple, c'est un tagine. Tu dis non, je suis pressé. Elle va prendre des Candy Planet. Tu vas chez une professionnelle, elle va te faire croire que tu lui donnes du plaisir. C'est Candy Planet, ça. Toi, tu veux pas, toi. Toi, tu veux une harmonie, tu veux une union, tu veux une communion. Un dans la tête, un dans le cœur, un dans le corps. Il y a du travail. Il y a du travail. Les gens, ils s'énervent. Moi, je vois, ils me disent, oh, mais j'ai triste, au bout de 15 jours. Écoute, elle n'est pas compatible, elle m'énerve, elle me prend la tête. Comment on fait? Je veux un get rapide. Comment ça s'appelle? EasyJet. Ouais. Mais j'ai dit... Moi, vous savez, je me suis occupé de milliers de couples. Je peux vous dire, ne le prenez pas mal, hein, que les 3/4 des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Ils viennent, caractère, ce truc, les Tunisiens, les Marocains, elle me prend la tête, elle me saoule, elle ne me comprend pas, elle est immature. Attends. Dis-moi. Parle-moi des qualités. La steppe algérienne. Bon. Les valeurs de votre mari. Le bonheur. Pas âme qui vive. Je dis, mais on ne peut pas se marier comme des imbéciles et divorcer comme des idiots. Vous suivez ou non? Elle dit, ouais, mais on était des gamins. Après, on s'est pris la tête pour des bêtises. Donc, dis-moi, facteur commun, c'est when? Consommateur, contribuable, concerné, convaincu. Ça fait beaucoup de vaincus. Donc, à un moment ou à un autre, si Dieu veut, tu vas dire à ta femme, tu vas dire à ton mari, écoute chérie, ok, on n'est pas religieux, c'est pas grave, on se souhaite les deux, réfoua chez les mains, ouais. Mais on devrait quand même être au moins des gens intelligents, au moins des gens adaptés. Bon, tu veux pas qu'on on étudie la Torah, mais au moins on lit François Dolto, au moins on lit les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, mais fais quelque chose, rien, comme ça les deux. Ils regardent les deux, l'autre il regarde Cyril, l'autre il regarde Damila, et ils s'engueulent, les trucs, tu m'énerves, tu me saoules, tu me prends la tête, j'ai pas les nerfs. Attends, mais comment on peut cumuler tellement de bêtises dans un espace tellement concis? C'est presque de la non-matière. Parce que moi, je les écoute, les gens. Je dis, attendez, j'arrive pas à comprendre. Vous voulez divorcer parce que, oui, vous comprenez, ça a commencé par ça. Et puis au départ, c'était un acte. Mais en fin de l'acte, il est passé sur un concept. Le concept sur un mot. Après, le mot, c'est un concept. Après, quand vous divorcez pour un concept, mais dans le concept, il y a sept. Je dis, mais vous avez construit quelque chose. Vous avez changé, vous avez travaillé Momidot. Vous êtes remis en cause, vous êtes adapté. Vous avez consulté. Vous avez été voir un rave pour faire un vrai travail de fond. Ou alors vous avez même un psychologue de couple, même un coach, même un goy, même un chrétien équilibré, il va te donner de quoi réfléchir. Vas-y à table de toi, essaye de la comprendre, trouve les mots, sache qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce qu'elle veut, et toi apporte-lui ce que tu peux lui apporter, ce pourquoi elle t'a épousé, deviens la personne qu'elle attend de toi. C'est des mots faciles ça? Non. Je suis comme je suis, je ne changerai pas. Mon père il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. mais c'est quoi l'idée? Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, 260 et 330. On est bon là. Vous avez gagné le rouleau ce soir. Parce que c'est tout pour vous ça.
Moi, j'ai même pas les royalties. Donc, ça veut dire que vous comprenez qu'en vérité, la vie, c'est une proposition. Vous suivez ou non? Le conjoint, c'est une proposition. Hachem, c'est une proposition. Tes enfants, c'est des propositions. Ton client, c'est une proposition. L'antisémite, c'est une proposition. Ouais. Le rabbin, c'est une proposition. Toute la vie, c'est des propositions. Maintenant, il y a la vie et il y a toi. Maintenant, il y a 1 mètre qui vous sépare. Toi, tu dois faire tes 50 centimètres à toi. Tu vas vers ton mari, tu vas vers ton enfant. Tu ne peux pas faire 1 mètre, parce que sinon l'autre, il te dit, tu m'étouffes, tu ne me laisses pas exister. Tu dis, mais c'est pas grave. Moi, les mecs, ils me disent, mais grave, je dis, mais elle t'aime pas. Il me dit, mais grave, je l'aimerais pour 2. Et si tu l'aimes pour 2, tu n'as pas besoin d'elle, tu n'as qu'à t'aimer tout seul. D'accord? Donc, il faut que tu l'aides à t'aimer. Mais comment je vais faire pour qu'elle m'aime? C'est très simple. Tu vas lui faire des cadeaux. Non, ça, tu vas l'acheter. Je vais faire du chantage. Tu sais, si tu m'aimes pas, je me suicide. Ah, mais elle va pas t'aimer. Elle va avoir pitié. Alors, comment elle faire pour t'aimer? C'est très simple. Pour être respecté, il faut être respectable. Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable. Pas aimable, poli, écoutez, je suis très aimable, quelle amabilité. Non, laisse tomber ça. Ouais. Non, aimable, ça veut dire qu'on a envie de t'aimer. Quand on te voit, on dit j'ai envie de l'aimer, ce mec-là. Il me donne envie de l'aimer. C'est ça qu'il faut. Ouais. Mais si tu dis, écoute, je suis embêtant, je suis chiant, je suis laxatif, mais je paye le loyer. Je te fais un enfant tous les ans, je te donne l'occasion de recevoir ma mère pendant 17 ans. Alors, j'espère que tu vas m'aimer. Je vais réfléchir. Comment t'écris je t'aime? J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. C'est les jeux qui sont organisés par thème. Non, je t'aime, c'est un pont. Je, c'est moi. T apostrophe, c'est toi. M, c'est ce qui nous relie. D'accord? Et Ahava, l'amour en hébreu, c'est Ahava. Vous savez ça? Et c'est la même gematria, la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc aimer, c'est faire 1. C'est facile. Quelqu'un va dire, oui, mais aimer, c'est faire 1. Mais bien sûr, bien sûr. Regarde, je m'aime, et toi, tu t'aimes. On s'aime l'un en face de l'autre. Mais même l'autre, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais quand moi, je m'aime en ta présence, et toi, tu t'aimes en ma présence, ouais. Et moi, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que quand tu me dis que tu m'aimes, tu me confortes dans l'idée que j'ai raison de m'aimer. Et moi, je m'adore. Vous savez ou non? Donc toi, je vais te dire je t'aime. Donc toi, tu es contente parce que tu dis, oh, il m'aime, donc je dois être une personne de valeur, parce que vu que tu n'as aucune confiance en toi, d'accord? Et l'autre, il va dire, bah, si elle m'aime, bah, c'est que aussi elle va me donner des choses en plus, donc c'est bien. Donc en fait, c'est un club de célibataires. Vous savez? C'est un regroupement d'égoïstes. C'est une communion d'individualité. C'est de la masturbation en communauté. C'est-à-dire que moi, j'utilise ton corps pour me faire plaisir, et toi, tu utilises le mien pour te faire plaisir. Ils appellent ça de l'amour. Et dans la Torah, ça s'appelle karet. Eh ouais. Parce que karet, c'est quand tu penses à toi. Ava, c'est quand tu penses à l'autre. C'est très profond, si vous avez l'occasion de prendre le temps d'y réfléchir. C'est le Chazon Ish qui dit Mashem korim ava, nartu korim karet. Juste à l'inverse. Voilà. D'accord? Et c'est normal, parce que karet, c'est quoi? C'est kritout. Kritout, c'est coupé. Comment on appelle le guet? C'est faire kritout, un livre de coupure. Donc, si ton amour te rapproche de l'autre, c'est de la hava. Si ton amour te sépare de l'autre, c'est du kritout. Or, je rappelle que donner, ça rapproche, et prendre, ça sépare. Vous sentez la nuance ou non? Donc, si tu donnes du plaisir, ça rapproche. Si tu prends du plaisir, ça sépare. Parce que quand tu prends du plaisir, qu'est-ce que tu vas faire avec le trognon? Quand tu as mangé la glace, qu'est-ce que tu fais avec le bâton? Quand tu as mangé la pizza, qu'est-ce que tu fais avec le carton? Même si c'était ton premier carton. C'était un carton. On a fait un carton. Non, c'est pas une pizza à la personne. C'est une personne. Donc le corps, c'est une illusion d'optique extraordinaire qui va te permettre d'aller chercher la personne qui est dedans. Mais si tu continues à chercher l'objet, fais attention. Parce que l'objet, il change. L'objet, il se flétrit. L'objet, il vieillit. La baisse des valeurs boursières n'est pas qu'un phénomène financier. Tout le monde comprend ça. C'est la loi de la gravité.
Donc tu peux dire refais le haut, refais le bas. Même son médecin, il l'appelle Silicon Valley. Il dit écoute chérie, tu m'as dit que tu m'aimeras pour toujours. Tu sais bien que j'allais pas rester la même. En plus, tu me fais un gosse tous les ans. Tu comprends bien que j'ai pris 25 kilos. Ah oui, mais tu comprends, t'as maigri, c'est pour ça que je regarde ailleurs. Regardez sur lauralinou.com, tout est marqué. Donc en fait, il faut profiter de la période où l'autre est belle, entre guillemets, pour apprendre à aimer sa personne. Comme ça, quand le corps va changer, tu t'en fous puisque tu es amoureux de la personne. C'est vrai ou non? Il faut profiter de la présence de ses parents physiques pour construire les parents psychologiques. Ce qui fait que le jour où tu vas perdre à 120 ans tes parents physiques, tu diras grâce à Dieu, je les ai en moi, les parents psychologiques, la jambe droite, la jambe gauche. Mais quand tu vois que les gens, ils sont détruits par la mort d'un proche, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas profité de la présence physique pour construire le pendant psychologique de la personne. Donc ils sont déstabilisés parce qu'ils disent alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il va dire papa, mais papa il n'est pas là. Alors c'est quoi la mort du père? C'est l'invitation au fils à devenir un homme. Vous me suivez ou non? Donc c'est des échéances normales. C'est comme si vous voyez par exemple la mue de la chenille, non, vous voyez le papillon et vous avez de la peine pour la chenille. Ça vous arrive des fois, non? Tu dis la chenille, la yahma, la pauvre. Elle était comme ça. Une pureté, une gentillesse, une haninoute. Et maintenant, il y a ce papillon là qui va d'une fleur à l'autre. Tu dis, excuse-moi chérie, mais le papillon c'est la chenille. Ah. Vous suivez ou non? Donc, dans la femme, il y a la jeune fille. Mais dans la jeune fille, il y a la future femme. Dans le gamin, il y a un homme. Dans l'homme, il y a un gamin. Vous suivez ou non? Maintenant, de choisir de devenir un homme, c'est de sortir de l'état de chenille pour devenir un papillon. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que c'est un état qui se répète. Parce qu'un homme de 44 ans, c'est un enfant de 45 ans. Puisqu'il va devenir un homme de 45 ans pendant l'année de 44. Vous suivez ou non? Donc toute la vie, on a en soi l'enfant, c'est-à-dire le potentiel de devenir, qui se réalise dans le monde adulte. Comme toi, tu étais un vendeur, puis un jour, tu es devenu un patron. Tu es devenu un responsable de groupe. Puis responsable de groupe, tu es devenu patron. Et patron, tu as créé ton groupe. Et maintenant, tu es responsable de groupe. Après, tu es devenu gestionnaire de grands comptes chez Ron Poulenc, associé à Bill Gates. Waouh! Tu te rappelles le petit vendeur? Le mec qui rangeait les cartons, là? Moi, j'ai vu ça. Des gens, ils sont rentrés, ils tiraient les cartons. Ils cherchaient du boulot, ils ont dit, voilà, on cherche du boulot, on vient du Maroc, on a 17 ans, ce que vous voulez, on fait. Allez, le mec, tu nous payes quand tu peux. Et le mec, il tirait les cartons. Maintenant, tu les vois, c'est des patrons de grands groupes. Tu dis, c'est pas possible, le mec. Il pèse 32 ou 33 milliards en bourse. Comment c'est possible? C'est les escaliers. Vous avez déjà monté un escalier? C'est extraordinaire, l'escalier. Vous avez réfléchi à un escalier? Hein? Non, mais ce qui est beau dans un escalier, c'est que vous avez déjà utilisé un escalier, non? Voilà. Quand vous rentrez dans un immeuble, il n'y a pas l'escalier qui monte et l'escalier qui descend, c'est le même. Ça va? C'est qu'en fait, le même escalier qui permet de monter, c'est le même qui permet de descendre. Les mêmes étapes qui peuvent t'amener au summum de l'amour dans ton couple, ce qu'on appelle the couple, ouais, c'est le même qui peut t'amener à la violence, aux nerfs, aux fausses accusations, aux mains courantes, aux insultes, aux faux témoignages. Le même, la haine, les cris, les coups, les mêmes, c'est le même escalier. Le même qui peut accompagner tes enfants pour les amener à des tzadikim à la choupa. Le même, tu peux en faire des névrosés, des malades mentaux, des sclérosés, des schizophrènes. Les mêmes, c'est le même escalier. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ils croient qu'il y a le mal et le bien. Mais non! Le mal, c'est un bien qui n'a pas été optimisé. Vous me suivez ou non? Et le bien, c'est un mal qui a été maîtrisé. Parce qu'il y avait un potentiel de mal, mais tu l'as maîtrisé. Là, tu avais l'occasion d'endurer une bêtise. Tu sentais, elle venait là, tu te dis, attends, je sens que je vais être naturel. Arrête! Ouais? Et ce que tu fais, tu te retiens et tu dis, voilà. Bah, tu rentres, par exemple, tu arrives en retard. Donc tu sais que tu es en tort. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc quand tu rentres, tu insultes la personne. L'autre, maintenant, elle est fatiguée. Ça fait 4 heures qu'elle est avec les gosses, elle est comme ça. Toi, tu viens, en plus, tu lui dis, ouais, il n'y a rien à bouffer. C'est quoi? T'es comme ta mère, ta sale race pourrie de... J'écoute, mon amour. Si vraiment tu veux mourir ce soir, meurs. Mais pourquoi tu veux me pourrir avant de mourir? Au moins que j'ai un bon souvenir. On marquera sur la pierre tombale, il est mort un gentil. Ouais. C'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se construisent pas.
et après ils transfèrent leur vie de chez l'autre. Ça, c'est les trois quarts. Hein. Ça, c'est le basique de chez basique. C'est que même le mec qui n'a pas fait d'études, même quelqu'un qui a appris la psycho aux toilettes, parce qu'il faut bien que ça sorte de quelque part, ouais, eh ben, il peut comprendre ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que personne, je dois me construire. D'accord? Toute ma vie, je vais me construire. Toute ma vie, je vais devenir. Toute ma vie, il y a des facettes de moi qui vont apparaître. Mais dites-moi, quand vous prenez un diamant brut, ouais, les facettes du diamant, avant que vous le taillez, elles sont où? Hein? Sur le diamant. Avant que vous le taillez, vous avez une pierre brute comme ça, un caillou moche. Ouais. Là, j'ai vu une petite vidéo sur Internet, un taillant violet. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est un diamant violet, mais c'est une pierre, genre un gros morceau de verre violet. Le mec, il le taille, avec je ne sais pas combien de... Ouais. Tu sais que c'est la taille du diamant, c'est très spécial. J'avais lu un article à l'époque, il y a longtemps, il y a 20 ans dans VSD. Le plus grand tailleur de diamants, c'était un fudge de New-Yorkais. Le mec, on lui donnait des diamants de 110 carats. Je ne sais pas si tu as compris. Toi, il t'a donné un carat, tu croyais que tu étais la princesse. En réalité, c'est, comme dit Cyril, c'est de l'arnaud. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Ça va? Donc, si toi, 110 carats, le mec, un mois, il réfléchit comment il va le tailler. Bah oui, parce que s'il le taille en rectangle, c'est fini la larme. Ouais. S'il le taille en larme, c'est fini le cœur. Maintenant, il réfléchit comment il va le tailler pour exploiter au maximum ce qu'ils appellent l'âme du diamant. Ouais, c'est-à-dire la lumière qui va sortir quand il va être taillé. Maintenant, réfléchis bien. Nous, on est comme des diamants bruts. On vient dans ce monde, diamants bruts. Qu'est-ce qu'on fait toute notre vie? On taille le diamant. Comment s'appellent les facettes de notre diamant? C'est les facettes de notre personnalité. Maintenant, quand tu travailles ta patience, c'est une facette. Quand tu travailles ta relation au divin, c'est une facette. Quand tu travailles ta pudeur, c'est une facette. Quand tu travailles ta patience, c'est une facette. Quand tu travailles ta générosité, c'est une facette. Maintenant, le minimum de nombre de facettes pour un diamant, c'est 70. Shiva Palim la Torah. D'accord? 70 facettes. Maintenant, tu peux arriver à 250 facettes, 300 facettes. Plus il y a de facettes, plus ça brille. C'est pour ça que ça s'appelle un brillant. Ouais. Maintenant, pourquoi ça brille un diamant? Vous savez pourquoi? Comment on appelle un diamant avec une seule facette? Une vitre. C'est pas grave. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la facette? Elle renvoie la lumière. D'accord? Quand tu as la vitre qui est en face du soleil, enfin le soleil qui est derrière la vitre, tu peux pas regarder parce que ça renvoie la lumière. Donc, dans le diamant, chaque facette, elle renvoie la lumière. Donc, il y a un rayon de lumière qui démarre de la, qui démarre de la facette, enfin qui rebondit sur la facette. Donc, plus il y a de facettes, plus il y a de lumière. Donc, ça s'appelle un brillant. Maintenant, quand on dit une personne brillante, qu'est-ce que tu crois? Parce qu'il s'appelle Dany. Parce qu'il a mis du gel. En vérité, c'est quoi? Quelle heure il est? 10h. On a commencé à quelle heure? 8h30? C'est fini là. On enlève la prise ou? Vous êtes bien ou vous êtes fatigué? Oui, non, oui. On arrive au 400. 400 quoi? Comment il connaît le prix, lui? D'accord. Donc... non, je rigole. Pour toi, ça sera 4000. Non, on est à 271 et 325. C'est pas mal. C'est-à-dire, on est... Pour un dimanche, en plus, c'est Marseille-Lorient. Je sais pas qui c'est celui-là, mais... Ça fait 600 quand même. Il en manque 13. On les bras pour nous. Hein? Il en manque 13. Il manque 13. Ah oui. Il est plus religieux que moi, lui. Alors, donc maintenant, écoutez cette idée. Cette idée, vous avez compris maintenant que de la même manière que tu vas prendre le diamant, c'est très intéressant, j'avais vu aussi une vidéo sur ça, comment ils taillent le diamant. Vous savez, ils ont un cercle comme ça qui tourne, et sur ce cercle-là, il y a de la poussière de diamant. Ils mettent de l'eau ou de l'huile, je sais pas quoi, ils accrochent la pierre avec un bras, et ils baissent sur le truc qui tourne là, ouais, et ça frotte. Et donc, ils font apparaître une facette, une facette, une facette, une facette. Maintenant, si tu réfléchis bien, le diamant, c'est toi. C'est-à-dire, c'est ton potentiel, il est caché dedans. Le truc qui va frotter, là, c'est la réalité. Maintenant, c'est la réalité qui fait de toi ce que tu deviens. Donc, tu te frottes aux maths, tu deviens matheux. Tu te frottes à des gens énervants, tu deviens calme. Tu te frottes à une épouse, tu deviens un époux. Tu te frottes à des enfants, tu deviens parent. Vous comprenez ou non? Donc, les différentes facettes
qui vont apparaître chez toi, elles sont le fruit de la confrontation que tu as eue avec la réalité. C'est pour ça que les gens qui n'assument pas, les gens qui ne s'impliquent pas, ou les gens qui sont dans le déni de réalité, ils n'évoluent pas. Après tu dis, mais comment on peut avoir une réaction de gamin à 45 ans? Parce que ça fait 32 ans que le mec, il est en sommeil. Il dort. Le tour. Ouais, il n'évolue pas. Mais tu te confrontes. Ben, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Moi, j'ai connu des gens, ils ont perdu 3 fois toute leur fortune. Et quand je te parle de perdre, c'est des mecs qui ont perdu des centaines de milliards. Ils sont relevés. L'autre, il a fait un petit business à 10 000 euros, une sandwicherie là-bas, à la sortie de la porte de la chapelle. Il a planté. Il a planté. L'avocat, il l'a planté. Le truc, il a planté. Le mec, il a fait une dépression, 17 ans de dépression. Mais tu tombes, tu te relèves. Donc c'est bon ou non? Ça, c'est la culture américaine. La culture américaine, c'est dans le business, c'est que les plantades font partie de l'évolution. T'apprends de tes erreurs. Les Français, non. Si tu t'es planté, c'est que t'es nul. Faut que tu meurs. Trouve un tabouret, une corde, on va t'aider. D'accord? Trouve un étage élevé, on va trouver une solution. Non, tu t'es planté, tu grandis. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Le tzaddik, il tombe 7 fois, il se relève. Ça va? Mais les commentaires, ils disent, mais on dit 7 fois, c'est une façon de parler, mais c'est 7000 fois. 7000 fois, tu tombes, 7000 fois, tu le relèves. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la capacité de se relever, elle vient du fait que tu es tombé. Ben, c'est comme la bonté, par exemple. La bonté, la reconnaissance, elle n'existe que parce qu'il y a eu de la bonté. Pourquoi tu veux du bien à quelqu'un? Parce qu'il t'a fait du bien. D'accord? Mais la bonté, elle vient du fait qu'il y avait un manque à combler. Donc le manque à combler, il a généré la bonté, et la bonté, elle a généré la reconnaissance. Ça va toujours? Donc par transitivité, la reconnaissance ne peut exister que s'il y a un manque. Donc s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de reconnaissance. Donc il faut reconnaître la dimension complémentaire de nos manques. Prévert, il avait dit ça dans un petit poème quand j'étais jeune. Il avait dit que Dieu nous donne notre faim quotidienne. Au lieu de dire notre pain quotidien, parce que si tu n'as pas faim, à quoi il sert? C'est comme toi, tu rêves de devenir riche. Non, tu le vois, le mec, il a 3 milliards, il a 6 villas, et toute la journée en train de fumer des joints et de prendre des lignes. C'est quoi son problème? C'est qu'il a confondu le verbe avoir avec le verbe être. Le but, c'était d'être. Mais on lui a fait croire qu'en ayant, il était. Donc il a dit j'ai de l'argent, verbe avoir, je suis heureux, verbe être. Mais c'est faux, parce que quand tu mets le verbe être à la place du verbe avoir, donc tu as l'impression d'être, alors qu'en fait tu t'es fait avoir. Vous me suivez ou non? Donc c'est pareil, tu veux épouser quelqu'un, tu dis oui, mais elle a le nez un peu comme ça. Mais c'est pas grave, toi tu as les yeux qui partent de l'autre côté. Tu dis, ouais, ok. Parce que, ouais. Après tu dis ouais, mon fils, il est un peu lent d'esprit. Il est un peu lent, parce qu'en fait c'est un génie. Mais c'est qu'il était autiste, Einstein. Alors on pensait que c'était un demeuré. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu dis ah, j'aimerais bien avoir des gosses demeurés comme lui. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Toute la vie c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des hauts et des bas. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Ça, c'est complètement débile parce que on dit après la pluie vient le beau temps. Mais c'est débile parce qu'après le beau temps vient la pluie. Comprenez ou non? Dans la vie, il y a des bons moments où il se passe des choses extraordinaires et il fait beau et c'est les vacances. Puis il y a des jours où il pleut, et il fait moche et on glisse par terre et on se casse le derrière. Alors, je vais mourir. Mais c'est la vie, c'est des hauts et des bas. C'est pas grave. Comprenez ou non? Parce que même la vie, c'est pas un rayon laser. La vie, c'est une onde. Et c'est quoi l'onde? Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Donc dans un couple, il y a des hauts, des moments extraordinaires, il y a des moments de confrontation. Mais quand tu tires les leçons des mauvais moments, tu deviens une personne, un couple bon dans les bons moments. Et c'est la vie. On évolue. C'est bien. Les bébés, tu leur changes la caca. Et maintenant, ils t'expliquent la Gemara. C'est le même, hein? Tu te dis, waouh! Mais si à l'époque où tu changeais la couche, tu disais, ah, il est dégueulasse, il pue, il me saoule, il m'intéresse pas. Donc après, plus tard, quand il fera le Dvar Torah, tu dis, mais il est vrai, il est nul, il dit n'importe quoi. Après, quand il voudra étudier la Torah ou faire des études, tu diras, mais t'es incapable. Va faire un truc manuel ou va laver le parterre. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé au niveau de la caca. Donc la déconsidération que tu as eue pour lui, elle a fait qu'il n'a pas pu développer son... Or toi, tu étais pour lui, tu étais quoi? Tu étais son père. Et le père, c'est quoi? C'est repère, père, repère. Maintenant, si le repère, lui-même, il est perdu, comment veux-tu qu'il aide le père? Comme qu'il aime l'enfant?
savez, c'est quoi le traumatisme d'un noyé? Vous savez, c'est quoi? Non? Ben, c'est quand le mec qui vient pour le sauver lui-même se noie. C'est quand le noyé, il voit que le maître nageur se noie. Imagine le mec, il est en train de se noyer. Ah! Puis il y a un mec à côté de lui qui ah! Tu dis, ah, vous vous noyez? Il dit, non, je suis le maître nageur. Tu dis, oh là là, si les maîtres nageurs se noient, si les parents se noient dans un verre d'eau, comment veux-tu que les enfants ils aient envie de devenir des maîtres nageurs? Toute la vie, c'est comme ça. Donc vous avez compris qu'en vérité, la vie, c'est des étapes, c'est des passages. Ouais. Maintenant, il faut savoir que le passage, c'est une étape nécessaire. Maintenant, tu sais qu'il y aura du bien, tu sais qu'il y aura des difficultés, tu sais qu'il y aura du bonheur, tu sais qu'il y aura des efforts. Comme un escalier. Il y a un côté raide, il faut forcer sur le mollet. Il y a un côté plat dans la marche. Et puis, il y a un côté raide, et il y a un côté plat, et il y a un côté raide. Et toi, tu as crevé pour faire le premier magasin. Et maintenant, tu envisages le 34e, tu te rends compte? Moi, je connais des gens, ils gèrent 150 magasins. Je dis, mais comment tu fais? Le mec, il se noie avec un. La truc, le prud'homme, la serveuse, la khalababa, on n'a pas livré la marchandise. Mais 150. Il est tranquille, il est détente. Il va en vacances, il a passé la moitié de sa vie à Miami. Comment il fait? C'est un format. Le mec, il a un format. Maintenant, le mec qui panique sur un, comment il va faire un cancer à 6. Comprenez ou non? Mais le mec qui a pris les devants, qui a du recul, qui a de la mentalité, qui a de la maturité, qu'est-ce qu'il y a? 10, 20, il a compris le modèle. Tac, 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 il gère. C'est pour ça qu'il a fait HEC. C'est pour ça qu'il a fait Dauphine, pour être cool. Mais toi, tu dis, non, je fais pas ça. Moi, je fais des pizzas, je prends de l'argent, je vends des t-shirts à Miami. Mais évidemment, moi, je connais un gars, il avait une très, très grosse boîte d'informatique. Il vendait 80 000 pièces par jour. Et ben, mais il était autodidacte. Et ben, le mec, à 40 ans, il est retourné à HEC en cours du soir. Parce qu'il a dit, je paye des mecs des fortunes pour qu'ils me fassent de l'audit. Alors qu'en fait, les mecs, ils savent pas vendre. Moi, je sais vendre, mais je sais pas gérer. Donc, il est retourné à HEC pour faire de la gestion. Je sais pas si vous voyez. Mais c'était un génie de la vente. Mais il savait pas gérer. D'accord? Maintenant, c'est quoi? Gestion et vente. Il y a un côté commercial, un côté gestion. C'est comme dans toi. Il y a un côté enfant, il y a un côté adulte. Il y a un côté rêveur et créateur, et il y a un côté intellectuel, cartésien et gestionnaire. Dans tout. Il y a le cœur et la raison. Tout le monde est d'accord. Il y a l'homme et la femme. On ne fonctionne pas pareil. Mais on est complémentaires. Maintenant, la recherche de complémentarité, c'est ce qui fait qu'on est un. Maintenant, toutes ces occasions-là que tu as de faire un avec la réalité, que cette réalité, en fin de compte, ce sont quoi? Ce sont des propositions de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est Hachem. Donc, en fait, toutes ces propositions, c'est des propositions de faire un avec Hachem. Donc, quand tu fais un avec ta femme, ça s'appelle la Shekhinah. Quand tu fais un avec tes enfants, ça s'appelle la Shekhinah. Quand tu fais un avec l'honnêteté, ça s'appelle la Kiddush Hachem. Quand tu fais un avec le Goy, les gens ils disent waouh, le Goy, la Torah, extraordinaire, Kiddush Hachem. Ouais, mais quand tu vois aux infos, encore 7 personnes ont été attrapées pour malveillance, ça fait Hilul Hachem. Pour faire plaisir à qui en fin de compte? Pourquoi faire? Pour aller au Beaumet, apprendre les langues du Maghreb? Quel intérêt? D'accord? Donc l'idée c'est simple, c'est que la personne, elle n'a pas compris qu'était le projet. Mais encore une fois, le projet, tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas appris. Comment tu vas savoir c'est quoi le projet? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'étudient pas la Torah. Mais comment ils savent ce qu'il faut faire dans la vie? Comment ils savent? La vérité. C'est le mec qui dit j'ai un projet, moi c'est le secours catholique, le mec qui va vacciner au Congo. Mais c'est ça la mission de ta vie? C'est ça ton projet? C'est bien, c'est pas mal, c'est mieux que rien, d'accord? C'est mieux que rien, ouais, d'accord, ouais. Bah, aller au Lamabad est mieux que rien, d'accord. Juste derrière la poubelle à l'entrée, là, d'accord? Non, mais qui peut avoir une grande ambition, ouais. Maintenant, la Torah, elle existait avant que le monde soit créé. Donc, et la Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc, la Torah, elle est infinie. Maintenant, quand quelqu'un il va étudier Platon, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Platon. Quand quelqu'un il va étudier Aristote, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Aristote. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah, il ne peut pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Monsieur ou non? Maintenant, quand tu ne vas pas devenir l'auteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un double effet. Premièrement, c'est que toi, au niveau personnel, tu vas aller au bout de toi-même. Parce que quand tu vas au bout de la Torah, comme tu ne peux pas y arriver, tu as déjà été au bout de toi. Donc toi, tu es déjà devenu la personne que tu étais censé être. C'est ce qu'on a dit, Matai Yagiou Maasai les Maasai Avotai, au début du cours. Quand est-ce que mes actes ils vont devenir les actes d'Abraham, Israël et Jacob? On t'a pas demandé de devenir Abraham. On t'a même pas demandé de devenir Moshe Rabbeinu. On t'a même pas demandé de devenir Baba Saleh que tu aurais pu côtoyer dans ta génération.
ouais, qui faisait marcher des handicapés. On ne demande même pas ça. On demande de devenir toi-même. Mais comment tu vas devenir toi-même? Bah, tu dis, je vais faire de la PNL, je vais faire du coaching, je vais faire une thérapie. Ouais, mais quand tu étudies la Torah, ça t'oblige à aller au bout de toi-même. Quand tu vas te marier, ta femme, elle va t'obliger à aller au bout de toi-même. Tes enfants, ils vont te sortir les nerfs. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'obliger à devenir les qualités qui vont leur permettre de lutter contre les défauts que tu leur as donnés dans ta semence. Vous me suivez ou non? Parce que les enfants, ils viennent de nous. Donc si toi, tu es têtu, mais que tu ne le reconnais pas, parce que c'est un des caractères du têtu, c'est qu'il est dans le déni. Et le moi, qui voit qu'il a que des enfants têtus. Alors qu'il a une femme, ce que tu veux mon amour, ce que tu demandes, ce que tu veux, il voit bien que ça vient pas d'elle, dès qu'il voit que ça vient de lui. Il voit que l'enfant il est têtu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a deux solutions. Soit il se remet en cause et en changeant, il va se mettre à la place de l'enfant et l'enfant va évoluer. Soit il dit non, c'est pas de ma faute, ça n'a rien à voir, c'est un accident génétique. Et donc du coup, c'est le fils du fils qui va être têtu. C'est ça la génétique. La génétique, j'ai fait un cours à des non-juifs, ça s'appelle les mutants. Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Il y a plus de 100 000 vues. En fait, c'est l'héritage transgénérationnel. Nous, on appelle ça le Gilgoul. Eux, ils appellent ça le transgénérationnel. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce que tu n'as pas réglé personnellement, tu l'épouses. Ce que vous n'avez pas réglé en couple, tu l'accouches. Ce que tu n'as pas récupéré dans l'éducation, tu le transmets à la génération d'après. C'est tellement mécanique que ça fait peur. C'est toi, tu as voulu qu'il y ait un peu de fantaisie, un peu d'aléatoire, un peu d'arbitraire. On ne sait pas, peut-être que mon fils, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dis BN, c'est une marque de gâteau. Non, c'est Blinéder. D'accord? Non. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas été conçu un samedi soir avec 6 grammes d'alcool à l'arrière d'un break. Non. Il y a des conditions pour avoir Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ventre de ta femme. Ouais, c'est normal. Mais pourquoi pas? Et pourquoi oui? Comprenez, tu le mérites d'abord. D'accord, donc vous avez compris que cette logique-là, elle veut que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde dans ce but-là, qu'on devienne la personne qu'on est censé devenir. Seulement après, c'est seulement la question, est-ce que tu vas te donner les moyens ou non? De la même manière que quelqu'un qui a de l'ambition dans le commerce, il va faire HEC, il va faire Columbia, il va faire Harvard. Il y a un autre qui va dire, écoute, j'ai fait un BEP d'action commerciale. C'est-à-dire, il sait où ranger les stylos. D'accord? C'est dommage. C'est une question d'ambition. Dans tout, c'est pareil. Alors, quelqu'un, il veut connaître Hachem. Va étudier la Torah, 10, 15 ans. Tu dis, on n'a pas tous la possibilité. C'est pas grave. Mais arriver là-haut, si tu le confonds avec un ange, ne t'étonne pas, papa. Parce que déjà, ici, dans ce monde-ci, tu ne l'as pas perçu. D'accord? Dans toute la vie, c'est pareil. Tu dis, je voudrais comprendre ma femme. Eh ben, fais de l'analyse, réfléchis, travaille tes midotes, remets-toi en cause, essaye de l'aimer pour ce qu'elle est, pas pour ce que tu aurais voulu qu'elle soit. Mais c'est une démarche. Cette démarche, elle fait que tu es un élève et tu deviens un sage. Un élève et un sage. Comment on appelle un élève? Un apprenti. Comment on appelle un sage? Un sage. Comment s'appelle le phénomène de passage de l'apprenti au sage? Apprenti, sage. Alors, comment on dit un élève en hébreu? Talmid. Comment on dit le sage? Chacham. Talmid, chacham. Talmid, chacham. Talmid, chacham. Mais il y a des gens, ils sont chacham tout de suite, eux. Les gens, j'ai tout compris, je comprends tout, je sais tout, je sais tout. Ouais. Ils évoluent jamais, ceux-là. Des brels. Ouais. Il y a des gens, toute leur vie, sont des apprentis. Toujours dans l'insécurité objective de la recherche intellectuelle. D'accord? Pas d'affirmation, pas de jésuitisme, pas de normes, pas de principes, parce que on ne sait pas. L'objectivité, c'est le pluriel. Moi, j'avais ça quand je parlais avec les philosophes à l'époque, quand j'étais jeune. Je me prenais la tête à 18h. Je me dis, attends, à un moment, il faut trancher, il faut savoir, il faut décider. Non. Tu laisses le discours ouvert. En vérité, c'est normal, parce que eux, moins ils définissent, plus ils transgressent. Maintenant, tu n'as pas le sentiment de la transgression comme quand les définitions ne sont pas claires. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Donc ta femme, ma femme, tout ça, c'est des mots. Ton argent, mon argent, c'est archaïque, mais t'es un voleur. Mais non, faut être ouvert. Vous comprenez ou non? Donc en vérité, comme une prof de français, elle m'avait dit quand j'étais en 3e, elle a vécu mai 68. Elle m'a dit, mais mai 68, c'était une orgie. En fait, les hommes, ils ont organisé, et c'était une Goya, hein. Elle m'a dit, les hommes, ils ont organisé mai 68 pour pouvoir aller dans la dépravation totale. Et c'était pas une femme religieuse.
Elle a compris que c'était un prétexte, un PAC. Et les femmes se disant libérez-vous, libérez-vous. Mais quand tu couches avec 68 mecs avant l'âge de 20 ans, tu dis peut-être que j'aurais pu gagner de l'argent, c'est dommage. D'accord. Donc, alors que tu as fait ça, par exemple, pour la liberté des mœurs. Donc c'était un PAC, un piège à. Vous comprenez ou non? Bon, c'est une façon de parler, bien sûr. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. Donc, si vous avez compris ça, quand la Torah, elle t'a parlé de la pureté, elle t'a parlé de la sainteté, elle t'a parlé de la préservation, elle t'a parlé du contrôle de soi, elle t'a parlé de la religiosité, elle t'a parlé des tefilines, du mikvé, de la kdusha. Tu te rends compte combien tu as gagné d'années? C'est pour ça que ça me fait toujours rigoler. Moi, quand je vois des non-juifs qui me disent « je rêve de mettre les téfilines » et qu'un feuille, il me dit « ça me saoule, ça me prend la tête, j'ai pas le temps », c'est bizarre. Ouais. Les gens qui me disent « moi, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi ». Qu'est-ce que je lui dis, moi? Le vendredi, il est déjà pris, tout le monde est au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus, il n'y a plus que le samedi, c'est de dispo. Ouais. Donc vous comprenez ici qu'une personne, elle doit se donner les moyens. Donc vous êtes jeune, vous avez des cerveaux, d'après ce que j'ai compris, vous avez fait un peu d'études, d'accord? Donc ça vaut la peine. Parce qu'une fois, je parlais avec un scientifique. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Bah oui, parce que des fois, il faut apprendre le faux pour connaître le vrai. Nous, on a un problème, c'est qu'on n'a que le vrai. Je ne sais pas si vous sentez le temps qui est gagné. Ouais. Alors, je parlais avec un mathématicien. Je dis, mais monsieur, vous avez fait de la géométrie? Il m'a dit, oui. Je dis, quelle différence entre vous et moi? Mais vous êtes un religieux, genre... Et moi, je suis un scientifique. Je dis, d'accord. Je fais en géométrie. Entre deux points, on peut faire passer un segment de droite. Je dis, la différence entre vous et moi, c'est très simple. C'est que vous, le point où vous êtes, d'accord? Et le deuxième point, le point que vous croyez, le point que vous acceptez, le point que vous pouvez démontrer. Entre les deux, vous pouvez passer un segment de droite. Je dis, mais moi, je suis honnête, moi. Moi, je sais qu'entre deux points, on peut faire passer une droite qui va jusqu'à l'infini. Donc, moi, je pousse la droite à l'infini, et vous, vous arrêtez la droite à votre gava ou à vos complexes. Vous suivez ou non? Donc, en fait, c'est juste... C'est pas de la vraie recherche scientifique. Au fond, c'est de l'orgueil. Vous suivez ou non? C'est un problème psychiatrique. Par exemple, il y a des gens que pendant des années, ils savaient que leur théorie elle était fausse, mais ils l'enseignaient à la fac. Mais comme on n'avait pas encore prouvé dans des laboratoires d'application que la théorie était fausse, donc ils continuaient à. Une fois, j'ai même parlé avec une dame qui était la fille d'un grand chercheur, et elle s'est battue après la mort de son père pour lutter contre tous les articles qui étaient écrits contre la théorie de son père, bien qu'elle savait que la théorie de son père était fausse, jusqu'à ce qu'à la fin, ils ont sorti que c'était faux. Mais il y a 4 générations d'étudiants qui ont appris des conneries. Basée sur la théorie qui était elle-même fausse et reconnue par le mec qui l'avait créée. C'est que le mec, il a donné sa vie pour ça, l'autre, il a donné 5 ans de sa vie pour ça, après, il a enseigné ça pendant 15 ans parce qu'il avait appris ça, et c'était faux. Tu patauges dans le faux, tu fais du faux, tu vis du faux, t'es payé pour du faux, tu stresses des gens intelligents qui n'acceptent pas ce que tu leur dis parce que c'est faux, mais tu les stresses en leur disant si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes idiot alors que c'est faux. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur, à l'époque, il a eu la difficulté à se remettre en cause. Il m'a dit j'ai tort, j'ai tort. Incroyable, non? Vous suivez ou non? Voilà. C'est pour ça que la remise en cause s'appelle l'élasticité existentielle. Et la psychorigidité. Vous savez, quand le cadavre atteint l'état de rigidité, on peut calculer l'heure de la mort. Vous suivez ou non? Mais quelqu'un qui est rigide de son vivant, il est mort depuis quand? Donc c'est pour ça que rester jeune, c'est ce que c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'élasticité neuronale. C'est-à-dire qu'entre les neurones, ça fonctionne vite. Quand vous devenez lourd neuronalement, écoute, c'est comme ça, franchement, j'y crois plus, et puis bon, j'ai pas les capacités, puis j'ai un certain âge quand même, 28 ans, je suis fini comme gars, comme fille, de toute façon avec Mathilde, on a tout essayé, tu vois, quand tu es dans cette logique-là de rigidité cadavérique de ton vivant, ce qu'on appelle les morts vivants, ouais, c'est dangereux. Donc il faut rester vivant. Comment on est resté vivant? Parce qu'on se rattache à la source de vie, Mekor HaChaim, qui est Hachem, qui est la source de la vie. Et on se nourrit du Etz HaChaim.
de l'arbre de vie, qui est la Torah. Donc quand tu te nourris de l'arbre de vie, pour te relier à la source de la vie, tu restes vivant. C'est pour ça qu'on dit Zochenu lechaim, Kodvenu besefer hachaim. On demande à Hachem de nous maintenir vivants. Mais la vérité, ne prenez pas mal. Si tu sais que tu es mort, à quoi ça sert de t'accrocher à la vie? Accrocher à la vie. Vous me suivez ou non? C'est pas du pessimisme. C'est que les gens eux-mêmes, ils se condamnent. Moi, je leur dis, viens, on va sauver ton couple. Ah non, c'est mort. Je dis, viens, on va parler à ton fils. Ah non, c'est mort. Je dis, viens, c'est pas grave. Il te reste 50 000. Viens, on remonte à un autre truc, on développe un business et tout. Ah non, c'est mort. Je suis dépressif, je suis mort. Ouais. Je dis, mais viens. Tu peux toi-même, tu es une valeur personnelle. Tu peux t'en sortir tant qu'il y a de la vie d'espoir. Ah non, c'est mort. Donc je comprends pas. Ces mecs-là, ils se plaignent de la vie, mais ils parlent que de la mort. Vous me suivez ou non? Donc si toi, tu n'es pas capable de donner la priorité à la vie, ne t'étonne pas que ta vie, elle est mortelle. Vous me suivez ou non? C'est que tellement ils sont mortels, même leurs chaussures, elles sont mortelles. Ça s'appelle des pompes funèbres. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc tu fais l'inverse. Tu es dans une dynamique de vie, tous les jours. Vie, chaque jour, c'est une nouvelle vie. Chaque jour, une nouvelle créature. Chaque Shabbat, un nouveau Shabbat. Chaque année, une nouvelle année. Et Shana, en hébreu, ça veut dire Shinui. C'est changement. Et Chadash, ça veut dire nouveau. Donc Rosh Chodesh, ça veut dire le début du changement. Non, c'est une tête nouvelle. Et Rosh Hashanah, c'est le début du changement. Donc chaque année, c'est un Shinui. Mais si toi, tu vois que tu restes le même, les mêmes isvotes, les mêmes avérotes, tu dis, le bon Dieu dit, pourquoi te donner un an de plus? Pourquoi faire pour être la même personne? 30 ans de mariage, les mêmes engueulades que le lendemain de la Choupa. Tu dis, dis-moi, vous êtes enfermés dans une bulle de verre, les deux, ou quoi? Faut évoluer. Même les camemberts, ils pourrissent. D'accord? On en fait de la fermentation. Voilà, donc on va souhaiter, comme on l'a dit, que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades, et en particulier pour Paul Avram Bismuth Ber Simcha, Serge Chaim Yosef Ben Gezala Alice, Thierry Yoshua Nataf, pour Hana Nelim Sika Bat Jeija. Ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère s'appelait Jeija. C'est Aïcha en fait. Bon. Nathalie, j'arrive. Il n'a pas compris. Nathalie Léa Rohama Baranes Bat Flori Myriam. Shirley Rose Tsipora Chaya Bat Myriam. Qu'Hachem leur envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades. Et le cours est dédié aussi l'Eilou Nishmat de Yosef Jano Msika Barléa et de Lucette Myriam Toubiana Bat Rachel. Voilà. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, j'ai amené quelques livres. Je sais que c'est pas évident parce que il y en a à peu près pour 40 000 euros de thérapie, mais le livre ne coûte que 20 euros. Donc c'est pas vraiment du commerce, à la limite c'est vous les voleurs. Ouais. Donc ceux que ça intéresse, les livres ils sont là. Et si vous avez des questions, je vais juste couper le... Donc on finit à 224 et 280. On est bon. Kola Kavod.